Bonsoir et bonjour, bienvenue pour ce MangaCast numéro 47 qui va être dédié aux coulisses de Japan Expo. Car nous faisons chaque année un petit bilan de Japan Expo qui dure 2 heures et vous êtes généralement très nombreux à l'écouter. Et cette année, nous avons envie un petit peu de vous parler de l'envers du décor, de comment les éditeurs construisaient leur stand, quelles étaient les relations avec les Japonais. Et pour parler de tout ça, nous avons 2 invités. Tout d'abord, Stéphanie Nunez. Je ne sais pas si je le prononce bien. Il n'y a pas la tilde, c'est bon. Impeccable. Donc, presse et event chez Kana. Oui, tout à fait. Presse et événementiel. Mais c'est vrai que maintenant, il y en a tellement qu'il y a besoin de quelqu'un vraiment dédié dessus. Oui, carrément. À peu près, on fait 5 gros salons. Enfin, je pense que c'est comme toi, Guillaume. Même toi, t'en fais plus. Oui, voilà. Moi, t'en fais beaucoup plus que moi. On fait Japan. Il faudrait mieux que je commence par le début. En janvier, on a un corner juste sur le stand d'Argo à Angoulême. On fait le salon du livre. On fait Japan. Et là, on a intervenu cette année à la foire du livre qui est à Bruxelles et à Made in Asia, qui est un peu le pendant de Japan Expo à Bruxelles également. Ah, donc à chaque fois sur des gros événements. Bon, le mois de mars, il était complet, quoi. Et du coup, comme elle l'a dit, Guillaume Cap, attaché presse donc chez Taifu Ototo et également les éditions Olfeb. C'est ça, exactement. Donc, re-bienvenue parmi nous. Merci à toi, merci. J'ai posé ma tente. Hein. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, Guillaume était déjà notre invité il y a de cela 2 numéros sur notre numéro sur les relations sexuelles au Japon, en France, et le hentai précisément. Ça change. Oui, là, on va parler de complètement autre chose. Parmi les chroniqueurs que vous avez l'habitude d'entendre, nous retrouvons aujourd'hui Cédéto. Bonjour tout le monde. Mais également, toujours à la technique, et alors une technique de fou maintenant, au taquet. Kobito. Oui, qui vient 1 heure avant, enfin qui était déjà là d'ailleurs. Oui, c'est des réglages de ouf. J'ai fermé, je suis rentré et j'ai réinstallé le tout. Bon voilà, chaises et tables et technique. Et je ne le dirai jamais assez, et également avec une table de mixage qui est ressuscitée et qui est en vie, et nous remercions chaleureusement toutes les personnes incluses qui ont permis ce miracle. Nous n'avons pas perdu notre table. Nous allons donc, pour un petit peu remettre dans le contexte, donc Japan Expo, c'est un salon qui existe maintenant depuis près de 18 ans, car le premier avait lieu en 99. Alors bon, c'était à l'époque, je crois, dans les sous-sols de l'espace Austerlitz. Non, l'Austerlitz, c'était quand ils ont commencé à s'agrandir 2 ans plus tard. Au tout début, alors c'était même pas Epita. Epita, c'était la 2e fois. Le premier, c'était là où ils étudiaient, en fait. Je ne sais plus. Ils étudiaient pas à Epita. Non, c'était pas Epita, c'était école de commerce ou quelque chose comme ça. Donc vraiment 3000 personnes au plus. Aujourd'hui, Japan Expo, au dernier comptage, on était 234 000 et des poussières. Autant vous dire que ça a largement grandi, puisqu'en 2006, ils ont investi le parc des expositions, donc Paris-Nord, Villepinte. Aujourd'hui, on se rend tous en RER par wagon entier, parfois dans la chaleur. Ça fait 11 ans que... voilà. Oui, ça rajeunit pas, oui. C'est ce que j'étais en train de me dire, puisque moi, j'ai connu effectivement l'espace Austerlitz, et donc voir un peu le... Ouais, non, j'ai commencé très tôt, moi, en tant qu'exposant à Japan Expo, mais je ne suis donc effectivement plus, comme je le disais au tout début, plus exposante depuis très longtemps, alors que tous les gens autour de cette table tiennent encore des stands, et bravo, parce que moi personnellement je meurs à chaque convention tellement c'est épuisant, mais c'est une expérience. C'est ça. Ouais. Et on va en parler un peu plus. Je rappelle qu'aujourd'hui Japan Expo, c'est géré par Cefa Event, qui a été créé à l'occasion d'ailleurs en 2007. Je pense que c'est toujours Monsieur Dufour qui s'en occupe, en tout cas. Je crois que c'est Thomas Sierdé et Jean-François Dufour. C'est ça, qui ont tenu les rênes depuis la création de ce salon. Je crois que c'est le plus grand salon d'Europe. Et qui a moult. C'est peut-être le 2e, entre guillemets, étranger derrière l'Anime Expo. Et je crois que c'est le premier pour les 15-25 ans également, jeunesse, on va dire, entre guillemets. D'accord. Ouais, non, ils ont, enfin, c'est un sacré palmarès, et on va voir ça ensemble, que c'est toute une organisation maintenant avant, mais même pour nous, MangaCast, puisque nous interviewons beaucoup de gens là-bas, enfin, tout ce qu'on fait autour de Japan Expo est assez extraordinaire. Et donc, pour parler de Japan Expo, on va parler de la préparation, l'avant de Japan Expo.
Alors j'aimais bien le titre d'avant parce que c'était Là où une personne ne va jamais. J'aime beaucoup ce titre. Effectivement, là, C'est un peu ça, ouais. Ouais, nous on Vaut trouvait, mieux pas d'ailleurs. nous, on trouvait ça assez obscur. C'est vrai, bon, on l'a changé. Parce qu'il y a des rumeurs qui courent sur les toilettes de Japan Expo, donc. En fait, on n'a pas le temps d'y aller, on sait pas. Hein. J'y suis jamais allée. Ça, c'est des backstage qu'on n'a pas visités. Du côté de l'hippopotamus, n'y va pas. Jamais. Ah, mais moi, je vais jamais dans ce hall-là, moi. En plus. Justement, on n'y va pas. Je sais pas où il est. C'est Moi non plus. Les mecs qui restent dans En fait, 20 mètres carrés. il faut traverser Bandai et Ah, tout le Ils pôle sont pas jeu là cette année, vidéo d'ailleurs. qui est. Ouais. Ça, c'est quand Ils même sont assez pas la mignon. Bandai cette année. Ah bon Ah ouais. Ouais. Alors c'est très important pour moi. Ils sont. Ah ouais, non, ils sont pas. Non, Il y a un ils sont pas stand là. Sailor Moon dédié. Il est où Alors ça, je sais pas, mais mais ils sont pas là. Bandai, Attends, ils seront si, pas là. Toei, je sais qu'ils ont des produits dérivés Ah, peut-être Sailor que Moon. Toei, oui. En tout cas, Oui. des produits dérivés. Après, je sais pas s'ils vont avoir un Le plan corner n'a pas Sailor encore Moon, été mais, dévoilé à l'heure où on Ouais, parle. on n'a pas Non. encore le Non, plan, c'est vrai, qui oui, on est confirme, très on n'a pas important le temps. puisqu'effectivement, Non, il y a pas mal de- habituellement, nous avons d'un côté les éditeurs, enfin les boutiques. Bref, réécoutez nos précédentes émissions de 2 heures où on vous raconte un peu tout le plan, le comment, le pourquoi. Et effectivement, du côté Hippopotamus, c'est là où il y a les fanzines, il y a également le coin enfant, que je connais Ah, très oui. particulièrement. Ah bah forcément. Et que je suis allée voir l'an dernier. Bref, Est-ce donc que tu as fait nos Paper Toy? non, j'ai pas fait Ah, les voilà, Paper Toy. super. Je peux pas tout faire. Bah, C'est bravo. avec Détective Conan et. Ouais, merci Guillaume. Toi, tu y es allé. Ils sont sur Il a mon bien bossé étagère. à Japan vrai Expo. Ouais, ouais, ouais. Et donc justement, comme nous on commence, enfin pour nous ça commence peut-être 2 mois avant. Pour vous, bon, on va commencer par Stéphanie, Kana. Donc, quand commence la préparation d'un Japan Expo? Alors, ça dépend, parce que l'année dernière, juste, je suis arrivée chez Kana en avril. Donc, ça a commencé en avril. Et c'était un peu sportif. Mais en fait, je me rends compte que plus on anticipe la chose, moins. Enfin, on est toujours à peu près dans le même timing. C'est-à-dire qu'on finit pile poil à temps. Et peu importe. Là, cette année, j'ai voulu vraiment anticiper, genre en novembre, décembre. Finalement, quand t'es trop en avance et que les autres sont pas prêts à commencer, Ouais. ça sert pas à grand-chose. Donc, moi, je dirais qu'avant janvier, février, faut déjà avoir ton idée en tête de ton plan quand tu veux faire des animations et tout ça. Parce qu'après, c'est vraiment les animations qui prennent du temps à réfléchir sur quel titre, quel best, le concept que tu veux faire. C'est vraiment ça qui est important et qui prend du temps. D'accord. Et toi, côté. Bah, nous, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire en janvier-février, par exemple, pour exactement en fait tout ce qui prend plus de temps. Pour les animations, pour la conception du stand, alors, d'année en année, au final, on garde à peu près le même concept de stand. Cette année, vu qu'on va avoir des animations supplémentaires, on a été obligé vraiment d'anticiper un peu plus à l'avance et donc de voir ce qui était possible de faire à partir de janvier-février. Mais en gros, voilà, c'est à partir de janvier-février que toutes les idées sont définies. Voilà, les idées sont données. On voit avec nos responsables s'il y a possibilité de faire ça, avec les ayants droit s'il y a possibilité également. Et après, là où vraiment ça commence à accélérer, on commence à rentrer dans le rush, c'est à partir effectivement du mois d'avril, quoi, fin mars, Ouais, début complètement. avril, où là ça commence vraiment. Et en plus, là, comme le mois de mai, t'as des ponts un peu partout. Tu Exactement. perds un. Puis il y a la Golden Week au Japon Exactement. aussi. C'est ça, pour nous, c'est ça tombe au important. meilleur c'est hyper moment. important. Ah ouais, carrément. Si t'envoies pas tes validations avant la Golden Week, tu peux être sûr que tu vas flipper jusqu'au dernier moment parce que tu perds une semaine et une semaine, c'est vraiment important quoi pour les validations. Ah, Il voilà, faut au c'est moins ça. 6 mois de préparation finalement. C'est ça. Voilà. Et Mais puis- c'est vrai que les gens n'ont peut-être pas forcément en tête, c'est qu'il y a toujours des validations des japonaises sur tout ce que. Mais dès qu'il y a une création qui contient un visuel qui est pas la Le moindre couverture, visuel, voilà. ouais. C'est ça, Quand c'est une couverture, il n'y a peut pas de passer. souci, On ça a pas passe, besoin. c'est libre de droit. Mais par contre, dès qu'il y a une vraie création ou alors une animation où tu mets un visuel qui est d'une série, il faut tout faire valider. Et même par exemple, je pense que vous savez, sur notre stand, on a le gros Naruto gonflable qui est là depuis 10 ans, je crois. Légendaire. Ouais, voilà, c'est ça. Même celui-là, il faut quand même le dire qu'on le remet. Même Oui. si ça fait 10 ans qu'il est là à la même place et tout, il faut quand même le demander à ce qu'on peut le remettre. Alors, juste une question par rapport à Naruto, vous l'avez dans vos locaux ou ils font le venir chaque année? Ils font venir chaque année avec le stand. En fait, c'est notre standiste qui garde tout. En fait, il garde le stand parce que nous, Oui, il vous y passez a par un quasiment stand. que la partie animation qui change d'une année à l'autre. La partie librairie qui représente. Oula, est-ce que je me lance dans ça? Oui, qui doit représenter environ 60 mètres carrés ou un peu plus. Elle bouge pas en fait. Elle est en dur, c'est la réserve et les comptoirs. Et après, c'est toute la partie derrière de Espace 80. animation. Ouais, de 90 mètres carrés qui varie selon les nouveautés chaque année, quoi.
Et justement, du coup, tu parlais de ces grosses animations comme celles que vous avez fait sur Sky Isle Survival l'année dernière. Ouais, le château gonflable. Voilà, ces animations-là, donc tu dis, c'est ce qui vous prend le plus de temps. C'est quoi les contraintes pour mettre ça en place Par exemple, le château gonflable, la première crainte quand on l'a montré, enfin, d'abord ça a été génial, mais qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un se fait mal, si quelqu'un tombe, effectivement. Voilà, Oui, s'il faut signer une décharge, donc du coup il faut faire une créa de décharge, donc pour signer avec un visuel de Sky High Survival. Donc du coup, voilà, ça demande juste, on a une idée. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'on a une idée, on pense avoir mis tous les détails, et en fait, ils reviennent avec des questions dont ils ont raison. Hein, c'est vrai qu'on n'y avait même pas pris conscience qu'il fallait faire ça. Les éditeurs japonais sont toujours très précautionnés sur ces choses-là. Nous, par exemple, on avait voulu faire une bouteille d'eau, ils nous avaient dit non, parce qu'on ne veut pas se sentir responsable s'il y a quelqu'un qui s'intoxique avec votre bouteille d'eau. Ou qui avale de travers, ou un truc comme ça. Ah oui, ça va loin. Hein. Voilà. Ils sont beaucoup plus réservés, on va dire, que nous sur les produits, parce que oui, c'est vrai qu'ils se posent davantage de questions pour eux, c'est que nous. l'image de leur série et donc leur image. Exactement. Voilà, ils font beaucoup plus attention à ça, parce que l'image pour les Japonais, c'est vraiment très important, quoi. Donc à partir mais je trouve que c'est un peu comme les États-Unis, tu sais, toujours les entreprises, que la société civile, hop, ils fassent un procès parce que il y a eu une pièce du jouet défectueux et tout ça. Nous, on a moins ce système en France de. Étonnamment, je pense que côté japonais, c'est peut-être plus comme on sait que les Japonais sont très dans le service, ils ont plus acquiert ce souci des consommateurs, des clients. Je pense pas qu'ils aient peur que eux ils se prennent un procès. Je pense qu'ils ont peur que quelqu'un s'intoxique avec la bouteille d'eau et de se dire est-ce que vous êtes sûr de votre coup, etc. Je pense que ça les implique quand même un minimum, mais oui, c'est l'idée. Mais c'est l'idée que si quelqu'un se passe mal, je leur donne de bons sentiments. Mais ils ont raison. Si quelqu'un se fait mal et qu'après il le dit sur les réseaux et qu'après il tag, enfin tu vois, le nom de la série, les éditeurs, le nom de la série et tout. Et puis bon, après c'est aussi quelque chose, c'est que les salons quand on est éditeur en France ou aux États-Unis ou autre, c'est quelque chose dont on a l'habitude, mais au Japon, après, les éditeurs japonais en soi, ils ont moins l'habitude en fait de participer à des salons publics professionnels, oui, parce qu'ils sont au salon des livres professionnels à Francfort ou en B2C pas trop. Voilà, mais en B2C ils sont beaucoup moins habitués exposés à exposer et tout, donc c'est vrai que c'est un autre monde par rapport à ce que nous les Japonais ne font pas c'est pas eux qui vous proposent des idées pour ces stands-là, c'est vous qui dites tiens on va faire quelque chose comme ça, parce que c'est vrai qu'au Japon on imagine mal qu'il y ait une tour comme Sky High, effectivement, donc juste pour remettre dans le contexte, c'était c'était un château gonflable en fait. On montait à 4-5 mètres et en fait on pouvait sauter sur un matelas gonflable et personne ne s'est fait mal. D'ailleurs, vous pouvez voir une vidéo formidable où officie un certain Kubo et un certain ours qui s'écrase comme une merde. D'ailleurs, sur le channel YouTube de Mangacast, on l'a gardé. C'était bien. Le dossier. Et sinon, pour tous les deux, la question est valable. Qu'est-ce qui détermine pour vous un bon emplacement à Japan Expo ? Parce que vous devez choisir à un moment donné. Choisir ou se battre. Ouais. Vas-y Guillaume. En fait, les emplacements à Japan Expo, à partir du moment où on a un stand, et c'est le cas sur beaucoup de gros salons en fait, c'est à partir du moment où on a réussi à avoir un emplacement qui... tu le gardes. Voilà, on le garde en fait. On est prioritaire sur cet emplacement, on est prioritaire jusqu'à une certaine date. À partir du moment où on répond avant cette date, il n'y a pas de problème, on a le même stand. Par contre, si on décide et qu'on va voir les responsables de Japan Expo et qu'on leur dit on veut être présent cette année mais on veut changer, là par contre on prend le risque de pas avoir le stand qu'on désire et en plus de ça de perdre le stand qu'on avait. Et là il vaut mieux commencer dès novembre à dire à Japan que tu vas faire ça. Là, je crois que la réservation de stand c'est quand c'est février, non ? Enfin là c'était un peu plus tard, mais c'était un peu là c'est pas moi, là pour le coup vu que c'est pas moi qui m'en occupe de la réserve, là cette année la réservation des stands elle est entre février et mars quoi. Mais tu vois, si tu veux changer ton stand, amont, des fois non, j'ai l'impression qu'il y a ça varie, ouais. Mais tu vois, si tu veux faire une demande, faut à mon avis anticiper à mort pour et leur dire vraiment, je pense, les arguments qui fait que tu veux avoir cet emplacement plus qu'un autre ou non, parce que par exemple pour Kana, vous avez vous aviez eu le Sky High Survival gonflable. Cette année, il y aura le Fire Force. Ouais, carrément. Donc, voilà. On a eu aussi une question soulevée par les Japonais de sécurité où, à un moment donné, on monte des escaliers à 2 mètres, 2 mètres 50 et il y a une rampe de pompiers à descendre. Mais vous avez prévu des matelas ? Non, ils atterrissent sur leurs pieds comme il y a des clous en bas. Et du coup, clairement, on leur a dit... même moi, j'avais même pas demandé au constructeur parce que pour moi, c'était tellement... ça allait de soi. Logique. Mais du coup, c'est vrai que je me suis après fardé d'un petit mail. Et t'as
t'as pensé au matelas parce que... On sait jamais, c'est toujours... Non, mais ils ont des bonnes... C'est ça, des bonnes et puis bon, je veux dire, il y a aussi une problématique, enfin, je pense, c'est que l'espace est limité et quelle est l'amplitude quant à la forme que peut prendre le stand. C'est-à-dire, par exemple, vous avez ce format-là. Guillaume, maintenant tu peux en parler parce que... Oui, parce que nous on a eu le cas il y a 2 ans en fait, où on avait le stand, on avait un stand qui était de 60 à 80 mètres carrés. Il y a 2 ans, on a doublé la superficie, on est passé à 120 mètres carrés. Cool. Cette année, on a encore agrandi la surface pour rajouter quelques activités. On doit être aux alentours de 140, 150 mètres carrés. Et à chaque fois, en fait, par rapport à ça, vu qu'on a grandi l'espace, on est obligé quand même de pousser les autres, de pousser les autres, de voir déjà si les stands qui étaient derrière nous à l'époque étaient continuaient en tout cas à prendre cet emplacement. L'avantage qu'on avait, c'est que les emplacements qui étaient derrière nous, au final, c'était pas forcément les meilleurs emplacements, donc ça tournait assez régulièrement d'année en année, et donc personne n'avait vraiment une place fixe, et donc on a pu s'installer assez facilement et on n'a pas eu de problème. Mais cette année, je sais qu'on a voulu prendre une autre configuration de stand. Et là, on a fait une demande justement, comme tu le disais, assez tôt. On a commencé à se renseigner, à poser des questions au mois de novembre, décembre. On nous a dit d'attendre justement la fin des résas parce que à partir de ce moment-là, parce qu'en fait, l'emplacement qu'on voulait prendre, il y avait un stand. Il y avait normalement un stand. T'as augmenté ta surface ou pas ? Alors non, on avait la même surface, sauf qu'on divisait en 2. Ah oui, d'accord, je vois. Pour faire un côté animation, un côté... alors plutôt un côté Ototo Felb et un côté Typhoon Comics. Ah oui. Voilà, c'était ça qu'on voulait faire. Et en fait, vu que l'emplacement qu'on avait ciblé, il était déjà... à l'origine, l'année dernière, il était déjà réservé. On nous a dit, vous êtes obligés d'attendre la fin, la deadline. Et si à partir de cette deadline, on n'a pas de réponse, voilà, vous pourrez peut-être vous installer. Et au final, on n'a pas pu parce que le stand qui était là l'année dernière a reconduit. Mais bon, après, je pense que si tu avais augmenté ta surface, ils auraient peut-être trouvé. Enfin, ça va de soi avec les salons. Enfin, quand tu doubles ta surface, bien sûr que. Oui, là, ils font toujours un petit peu plus. Et là, tu te dis, mais comment ils font avec leur plan ? Il s'est pas agrandi. Hein, mais, non, ils sont toujours un peu plus enclins. En même temps, c'est normal. Après, c'est le jeu. Oui, complètement. Du coup. Alors, il y a l'élaboration du stand, des animations que vous allez faire autour, mais il y a également, pour la plupart, des primes qui sont, on va dire des goodies qui sont offerts avec l'achat de pas mal de vos titres. Pareil, comment ça se décide, à quel moment, et pourquoi choisir certains types plutôt que d'autres ? C'est quoi un petit peu l'organisation par rapport à ça ? Alors pour ma part, en fait, c'est vraiment toutes les nouveautés qui sortent à Japan qui ont forcément un goodies, parce qu'en fait traditionnellement toutes les nouveautés, tous les lancements de l'année, ils sont assortis d'un petit goodies plus ou moins gros, plus ou moins si on a une imagination débordante ou pas, ça va dépendre. Mais là par exemple, il y a les nouveautés de juin où il y aura tous les goodies sur Japan. Par exemple pour Tenjin, le manga sur l'aviation, c'est un très joli chèche que tu mets autour du cou. Ah, il est cool, hein. Et c'est pas moi qui l'ai fait, donc je peux le dire, il est vraiment très cool. Et où tu peux mettre autour du cou. Là pour Fire Force, donc le tome 1 est déjà sorti en mai, mais là il y aura la sortie du tome 2, donc on a fait pas des écutions, des sortes de badges, stickers autocollants du badge de la 8e brigade là. Après là le Grim Reaper où on va voir l'auteur qui vient en dédicace, en conférence pour Japan, on a fait des blocs de post-it Grim Reaper. Et après, oh là là, j'en oublie, on va. Oui, non, mais c'est. Et on a aussi notre shoujo, le tome 1 et 2 qui sort de Au-delà de l'apparence, où là on a fait. Et alors, je dis le terme tout à l'heure, et là je l'ai perdu. Tu sais, les rouleaux de scotch, les masking tape. Oui, voilà, je l'ai vu, et il a attiré mon attention parce que j'aime beaucoup ils sont très jolis. On me l'a montré, on a mis sur mon bureau, je fais, c'est très joli, ça me plaît. Enfin voilà, effectivement, nous c'est vraiment lié à des lancements, et effectivement, quand on est à Japan, on fait des. Enfin, plus beau, je sais pas, mais on met le paquet de goodies à ce moment-là. Par exemple, quand on fait le parcours du Fire Force, à la fin, on récupère une bouteille d'eau exclusive Fire Force. Ah, donc il y aura une bouteille d'eau. Il y aura une bouteille d'eau. Les Japonais m'ont pas dit qui. Ça dépend a priori des. Ouais, je pense, c'est ça. Après, ça dépend peut-être de l'éditeur. Voilà, tout à fait. Et j'avoue, à Japan, une petite bouteille d'eau, ça fait toujours plaisir.
Et côté Taifu, il y a quelque chose de prévu ou c'est plus compliqué à mettre en place? Non, il y a toujours, chaque année on fait quand même des goodies. Après on a toujours un peu la marque de fabrique chez Taifu, c'est les fameux posters qu'on fait depuis des années, même avant qu'on Ils ont changé de format, non? Moi à l'époque c'était gigantesque et je crois que ça s'est un peu remodélé. Exactement, voilà. Il y en a plus. Voilà, on les fait un peu plus petits, c'est 45 cm par 60 cm. Ça fait une sorte de A2. Voilà, et c'est beaucoup plus facile déjà d'une part pour les personnes à manipuler, à transporter. Bon souvenir de roulage de posters. Elle aimait les élastiques. Vous avez essayé de concurrencer Kiyun avec leur sac gigantesque. Ah oui, grave. J'ai vu quelqu'un il y a 3 mois à une station de métro La République avec un énorme sac Kiyun. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait là ce sac Kiyun? Pourquoi il est encore en bon état? L'année dernière, c'est vrai qu'on a fait les fameux sacs donc pour Ototo et Taifu Comics. Des sacs tissus, je crois. Voilà, les sacs en tissu. Et c'est vrai que c'était, on voulait des sacs qui avaient de la contenance. Donc dedans, on pouvait mettre un peu plus de 10 mangas, 11-12 à peu près, mais qui soient justement un peu plus faciles à transporter. Bien sûr. Voilà, parce que c'est vrai qu'à partir d'un moment, quand on a un sac gigantesque, ça devient compliqué. Mais voilà, un sac comme Japan Expo, il a ses ennemis, je pense. Faut le vivre une fois pour comprendre qu'il faut pas les prendre, quoi. Non, mais c'est vrai qu'après que ça fait partie de l'image de marque. Et puis au-delà de ça, je pense ces sacs-là, et nous on l'a vu l'année dernière, c'est quand ça fait énormément de communication sur un salon comme Japan. C'était à chaque tu en donnais un? C'était pour 3 mangas achetés. D'accord, donc il y avait quand même parce que j'allais dire ça coûte et pour Delcourt Tonkam et Soleil, on avait fait des sacs en tissu plus grands que les sacs carrés en tissu classique et pour le coup, fallait acheter quand même, je pense 5-6 mangas pour les avoir parce que effectivement, c'est un certain coût. Ça dépend du prix ça coûte cher des fois de faire ces goodies là, donc comme c'est des cadeaux. On va dire les goodies de façon à Japan Expo, ce qui est amusant, c'est que on voit les goodies qui marchent parce que c'est ceux que les gens vont porter. Donc je sais plus quelle année il y avait eu les masques. Les casquettes Pokémon, Naruto, les casquettes Kurokawa aussi qui avaient beaucoup marché. Les sacs font partie effectivement. Mais c'est vrai, ça fait de la publicité ambulante en fait. Et on cherche. C'est à quel stand que tu l'as eu et puis on va courir au stand. On y va, c'est clair. Les goodies, vous en avez sur toute la durée du salon. En général, dimanche c'est fini. On est très content déjà dès le jeudi soir parce qu'on arrive à marcher dans la réserve. C'est déjà le premier truc. Et je pense que après, on essaie en fait de vraiment calculer pour que ça tombe pile poil. Mais effectivement, des fois, on est en rupture de sac qu'on donne à tout le monde le dimanche. Donc j'en ai pris plus cette année. Mais ça dépend les goodies. Franchement, ça dépend les goodies. Globalement, si on devait donner un conseil aux gens, c'est vous inquiétez pas trop. Il y en a quand même pour tout le monde parce que les gens se précipitent le jeudi juste pour ça maintenant. Bien sûr. Mais jeudi l'année dernière, je sais pas. C'est la plus grosse journée le jeudi. C'est parce que pour moi c'était le samedi. C'était mon premier jeudi. C'est le jeudi maintenant. Depuis 2 ans, 2-3 ans, c'est le jeudi. J'ai arrêté mes Japan. Je veux dire après qu'il y a eu le mercredi. Ah oui, non, le fameux mercredi. Mais non, oui, c'est pour les goodies. Nous, après nous c'est un peu plus spécial parce que vu qu'on fait quand même pas mal de salons dans l'année et on essaie de faire quand même au niveau des quantités, on essaie de faire plus de goodies, de voir plus grand que Japan Expo et se dire voilà, pour les personnes qui n'ont pas pu aller à Paris, à Japan Expo, à Villepinte, t'en as pour toute l'année. Après notre but c'est d'essayer d'en donner quand même quand on va en Belgique par exemple en septembre, on va aller à Retro Made in Asia, on essaie quand même d'en avoir aussi pour ces personnes là qui n'ont pas pu se déplacer. Quand on va à Lyon, quand on va à Paris Manga même, c'est pas forcément le même public sur tous les salons. Déjà rien que le prix, des fois ça peut ça peut barrer complètement. Ça arrive aussi que chez Delcourt Tonkam et Soleil Manga on fasse des goodies en quantité excessive pour pouvoir aussi en refiler aux libraires derrière aussi, parce qu'on ne fait pas tant de salons que ça. Mais après il y a la quantité que tu fabriques et aussi la quantité que tu te dis que tu amènes sur Japan, parce qu'après c'est ça. Le réapprovisionnement c'est un peu compliqué, donc c'est ça. Nous les stocks ils sont pas très loin, donc ça on est à 40 minutes en voiture du hall d'exposition, donc c'est vrai que ça reste très moi surtout que j'ai pas accès moi à mon distributeur, oui, en plus c'est votre distributeur. Moi je dois recommander jeudi à midi, donc je fais dis donc je vais avoir une belle vision de qu'est-ce que je vais vendre. C'est vrai que nous à ce niveau là on a vu qu'on a des stocks un peu aussi en interne justement pour gérer les salons, la boutique en ligne et tout. T'arrives à te débrouiller. On arrive toujours à se débrouiller, et même le dimanche, quand dans le samedi on voit qu'il y a plus de quantité, le dimanche on va choper dans les stands, on se dit même si j'en ramène que 10, au moins ça fera 10 personnes qui moi je garde mes services de presse. Je commence à rassurer les journalistes. C'est le dimanche que je fais les achats, donc c'est vrai que je me précipite pas sur les goodies. J'aime bien dire je laisse les gens
profiter des goodies. Ça, je suis sympa. C'est vrai que le dimanche, il y a quelques goodies. Moi, j'ai jamais eu de problème, mais je me demandais pourquoi les gens se précipitaient le jeudi, mais effectivement, ils ont cette peur-là de. On peut tout avoir que le c'est des collectionneurs. Là, on va parler d'autre chose qui est aussi attractif pour vos stands. Quand vous recevez un auteur japonais pour Japan Expo, comment se déroulent les négociations avec l'éditeur japonais avant leur possible venue? Vous envoyez à tout le monde, dites vous êtes dispo là? Il y a moyen? Alors déjà, il faut réfléchir à quel nous. Enfin, d'abord, c'est plutôt nous. C'est plutôt nous qui choisissons, allez, on va dire 2-3 auteurs, parce que on peut très bien s'attendre à des noms, parce que l'auteur n'est pas dispo. Moi, je m'attends plus à des noms qu'autre chose, donc c'est pour ça que. Quand les personnes ont des séries qui doivent sortir, enfin des chapitres qui doivent sortir chaque des hebdos, c'est très chaud. C'est très compliqué. Non, mais comme par exemple, tu reçois l'auteur de Grim Reaper. Comment la. C'est quoi? Parce que juste pour dire, on voulait inviter Nishio, qui est donc le chara designer de Boruto et Naruto, parce que comme c'était donc Japan Expo, là le thème cette année c'est animé 100 ans d'animé, ça nous paraissait bien, mais tu vois j'ai eu un nom et c'est juste parce que forcément il y a l'animé Boruto qui est en pleine diffusion, donc il peut pas venir. Mais Hirono, en fait on a regardé surtout nos sorties Japan. On voulait vraiment faire quelque chose sortie concomitante avec venue de l'auteur pour Japan, et écoute, on a proposé et alors est-ce que c'est parce que c'est une jeune auteure, sa première série, mais de suite ça a été oui, pourquoi pas, et là du coup tu déroules le planning détaillé, ce que tu proposes de faire et tout, donc ça pour moi c'est peut-être le plus chronophage, parce qu'il faut vraiment tout bien préparer. C'est pas la venue de l'auteur, c'est pas la réponse, c'est pas le oui en fait qui est le plus difficile à avoir, c'est d'organiser tout ce qui vient derrière, des masterclans, des dédicaces, des conférences. Exactement. Et là par contre ça peut devenir et si tu rentres pas dans un niveau de détail vraiment profond et précis, et tu vas perdre du temps, parce qu'il va y avoir des allers-retours, parce qu'en fait ça remonte jusqu'à l'éditeur qui demande à l'auteur, et après le temps que ça redescende, forcément tu perds 4-5 jours. Toi, le temps que tu aies les réponses à ces questions, tu perds 2 jours. Enfin, du coup c'est vraiment plus t'es détaillé, que t'es pensé à la moindre chose, plus vite quand t'as des oui, quand t'as la réponse "this is approved, please proceed", t'es là. C'est bon. T'es là, c'est clair, tu fais un petit les gars, c'est bon. Donc ça c'est plutôt chouette, c'est assez satisfaisant, mais ça se prépare tôt, et surtout quand c'est une invitation de moi, éditeur, qui veut inviter mon auteur sans aucun partenaire de salon, c'est totalement différent quand tu fais un copartenariat avec Japan, parce qu'il faut vraiment que les deux on soit raccord, donc tu vois, il faut vraiment préparer ça hyper en amont, et ça je crois qu'on a commencé pareil en janvier-février quoi. Okay. Non, même avant. Avant, les je crois qu'on a demandé à octobre-novembre pour les premières demandes. Minimum 6 mois. Voilà, c'est ça. Pas moins de 6 mois, quoi. Le mieux, c'est de s'y prendre octobre-novembre. Après, comme ça, on a une réponse à la fin de l'année, voire début de l'année suivante. Et après, on peut mettre en place le planning au fur et à mesure, quoi. Ou même se retourner quand on a un nom, peut-être en début d'année, se dire, il me reste encore 6 mois quand même pour travailler sur un autre auteur, quoi. Mais si tu demandes pas des guest stars et tout ça, t'as pas forcément. J'ai rarement eu des noms. Parce que là, cette année, c'est mon 4e auteur que je reçois. Et à chaque fois, ça a été plutôt positif. De souvenirs, même nous, on n'a jamais eu vraiment de. Après, effectivement, on avait demandé Kishimoto. Oui, c'est ça. Là, qui ne tente rien dans la non, mais tu vois, pour la fin, on se disait. Kishimoto en ce moment, ça non, je pense qu'il parce qu'il supervise vraiment la série Boruto, mais vraiment d'assez près. Et je crois qu'en plus, il est en train de préparer, en train de réfléchir à une autre série. Donc voilà, je pense que c'est normal, mais qui ne tente rien n'a rien. On a demandé quand même, ça aurait été bête. Nous, là où ça avait été tendu, c'était quand on avait fait venir, un petit peu tendu, c'était quand on avait fait venir donc les auteurs de Sword Art Online, Kawahara, Riki Kawahara et Abeshi. Et forcément, là, c'est quand même un peu, c'est des auteurs quand même qui sont très demandés, surtout à l'époque, parce que ils avaient plusieurs adaptations en cours. Riki Kawahara qui écrivait le light novel. Il y avait énormément de projets et avant ça, en plus, il y avait la convention aux États-Unis. Et ils étaient en déplacement, justement, ils y allaient à cette convention, donc c'est vrai qu'au niveau planning c'était très short, c'était très compliqué. Au final on a quand même réussi à les faire venir, mais c'est vrai que on a un peu eu peur, quoi, parce que on avait vraiment basé donc il y a 2 ans tout
quasiment toute Japan Expo sur l'avenue de ces deux auteurs, puisqu'on lançait en plus à l'époque au Felb, on lançait les light novels avec la sortie de Sword Art Online, donc c'est vrai que c'était un gros morceau, quoi. C'était un gros pari qu'on avait fait, quoi, surtout au Felb, c'était pas, voilà, c'était la première année que les Japonais travaillaient avec, entre guillemets, voilà, ils connaissaient pas encore, quoi. C'est un jeune éditeur qui arrive et qui demande pour une première venue Rikikawa Arabishi, voilà, ça peut toujours, il faut se mettre aussi à leur place, quoi. Donc ils ont dit oh là, ils sont couillus, les gars. Et au final, non, voilà, ça c'est bien. C'était professionnel, je pense que ça doit c'est bien, oui, voilà. Puis bon, après, il y avait aussi, mine de rien, un peu l'expérience de personnes que les Japonais connaissaient, quoi, comme Yves Huchez et tout. Donc, ça s'était bien passé, du coup. Voilà, c'est ça s'était bien passé. Et maintenant, c'est vrai que. Alors, c'est bizarre parce que depuis, c'est vrai qu'on peut me dire oui, mais vous n'avez pas fait venir d'auteur depuis. Ce qui est vrai d'ailleurs. C'était quand ? C'était en 2015. Donc l'année dernière, on n'en a pas fait venir et cette année, donc on n'aura pas d'invité non plus. Après, c'est parce que voilà, on peut pas être sur tous les tableaux. Nous, de notre côté, c'est pas une fin en soi. Hein, c'est ça. C'est super quand ils disent oui, mais vu la charge de travail, le budget et tout, enfin, faut vraiment aussi. C'est ça. C'est qu'on peut pas faire les stands. Nous, en tout cas, hein, de notre côté, on peut pas faire décider de doubler la surface de stand en rajoutant des animations, etc. C'est quasi, ça représente, comme tu l'as dit, un gros budget. Et à côté de ça, dire bon voilà, on va faire venir, c'est même pas un auteur, c'est parce que quand on fait venir des invités, il y a l'auteur, il y a l'éditeur, plus chez Ototo et au Felb, ou même chez Taifu Comics, mais plus chez Ototo au Felb, c'est des duos, un auteur et un dessinateur. Ah oui, pardon, c'est des couples. Donc la plupart du temps, c'est toujours un peu mal vu de dire bon voilà, nous on veut le scénariste mais pas le dessinateur, ou on veut le dessinateur mais pas le scénariste. C'est vrai que c'est un peu compliqué de faire une demande comme ça, quoi. Donc c'est vrai que après ils sont assez au fait, non, que c'est souvent le dessinateur ce que je me suis qu'on demande, non ? En fait, pour Ototo, ça va, parce qu'on l'avait fait avec Kaito Kume, le mangaka de Spice and Wolf, on l'avait fait sans problème. Par contre, là où ça devient plus compliqué, c'est pour Ofelb et les light novels, parce que c'est ce qu'on dit. Finalement, le plus qui a fait tout fait, c'est le scénariste. C'est ça. Puis donc de ce point de vue-là, on peut dire alors on fait venir le scénariste, mais pas l'illustrateur. Ah non, parce qu'il a sorti un manga aussi. En fait, non, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, dans le light novel, les illustrations sont pour les Japonais sont indissociables du récit, du texte. C'est-à-dire que même si ça représente 10% du bouquin, non, les deux vont ensemble. Vous n'avez pas le droit de les séparer. Souvent, c'est des choix d'illustrateurs en plus sur les light novels. C'est ça. Ce serait dommage de pas les. Et rajoutons qu'il vous faut aussi des traducteurs, qu'il faut. Enfin, c'est. Oui, voilà. Que les gens se rendent bien compte. Il faut des interprètes sur place. Après, a priori, le traducteur, on lui paie pas le billet d'avion. Enfin, non, mais déjà, ça, on enlève un petit budget. Et également, enfin, il y a quelques années, c'était pas mal le cas, et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, que souvent ils viennent un petit peu plus longtemps, enfin faut les occuper, il faut prévoir tout un planning sur un peu de tourisme, les dîners, voilà, ils viennent pour la plupart le Mont Saint-Michel. Ils viennent pour la première. Moi, on va pas trop loin, mais effectivement, ils veulent, enfin pour la plupart, s'ils viennent à Paris pour la première fois ou en France pour la première fois, et ils n'ont pas envie de se cantonner, je pense au salon. Ah non, on leur prépare. On est aussi guide touristique, on prépare le truc. Je conseille le fooding pour trouver les meilleurs restos. mais ouais, non le. Enfin, après on se fait plaisir, moi j'avoue. On peut rajouter ça au budget, disons, et ce qui fait aussi entre guillemets la difficulté de faire venir des auteurs, c'est c'est conséquent en termes de budget, de temps. Et, les petits cadeaux, faire découvrir la gastronomie, le chocolat Gérard. Ça c'est plutôt un plaisir. C'est la partie agréable. Honnêtement, quand on va au Japon, ils nous reçoivent tellement. Enfin, moi personnellement, j'ai toujours été extrêmement bien reçus. Ils ont toujours un plaisir à faire découvrir. Ah ouais. J'ai pas encore eu. Moi non plus. Mais on a hâte, merci. Moi, quand je suis allée pour signer des contrats, effectivement. Ouais, ou alors quand t'es attaché de presse, qu'il y a un mec qui offre des cadeaux à ton invité et que tu te retrouves un peu emmerdé parce que t'es obligé d'aller rechercher autre chose. Et ça va. On avait dit pas les dossiers. J'avais pas eu le temps encore. Non, mais c'est. Enfin. Mais ils ont adoré l'huile d'olive à la truffe noire. Mais il a kiffé les chocolats. Un matin, quand il y avait eu. Là, c'est marrant, donc c'est vrai que quand il y avait eu Guild Pleasure qui était venu, elles sont fans en fait, elles adorent tout ce qui est Kinder. En rapport avec la marque Kinder, et c'est vrai qu'aux États-Unis où elles sont, il n'y a pas Kinder. D'accord. Ah bon ? Oui, c'est interdit parce qu'il y a un jouet dedans. Ah oui. Les armes à feu, comment on dit, les armes à feu sont légales, mais pas les Kinder. Toute la marque Kinder est interdite. Oh les pauvres. Voilà, et en fait, et donc quand j'ai appris ça, je me souviens le dimanche matin, quoi. Alors le samedi soir après le salon et le dimanche matin, j'ai été faire j'ai jamais fait autant de petites épiceries de toute ma vie, quoi. J'ai dû en faire 10, 15 et tout. Vous avez pas ça, non, c'était marrant.
marrant. Ou pour Kaito Kume, c'était l'Orangina aussi qu'il adorait. Ah oui. Donc je m'étais amusé le dimanche matin, pareil, à faire un petit tour avec tous les goûts assez spéciaux qu'on peut trouver en France, quoi. Oh, la mission. Puis le Kinder, il arrive fondu, c'est. Ah oui, alors ça c'est. On est en été, il fait super chaud, mais Kinder quoi. T'as une petite glacière, tu les mets dedans et tout. Oh là là. En même temps, un Kinder qui sort du frigo en été. Hein. Mais j'avais effectivement d'autres anecdotes sur les invités japonais. Il y aurait beaucoup à dire. On va parler un petit peu de Japan Expo. Alors là, on était un peu sur la préparation. Là, on va parler un peu plus de pendant le salon. Oui. Et donc Kobito. Vas-y, j'ai une question pour vous deux. Alors, qui tient votre stand et s'occupe des ventes à Japan Expo, l'équipe éditoriale ou un prestataire? On parle des livres, vraiment. On parle des livres. Oui. Alors nous, il y a équipe éditoriale, toute l'équipe éditoriale, elle est là. Donc quand je dis, c'est même plus que l'équipe éditoriale, puisqu'il y a les personnes qui sont, il y a aussi des traducteurs. Il y a des, alors des fois il y a des traducteurs. La plupart du temps, c'est les adaptateurs, des correcteurs qui sont aussi là, quoi. Ceux qui sont pas en freelance, mais qui sont vraiment à temps plein chez nous. Pour rappeler, ils sont là en vendeur. Ils sont là en vendeur et tout. Après nous, sur notre stand, il y a les responsables. Donc il y a Yves Duchez, il y a Louis-Baptiste Duchez. Alors maintenant moins, mais il y avait aussi donc la femme de Duchez qui était aussi là il y a 2 ans. Maintenant c'est un peu elle va moins elle va moins en salon. Et après, sinon, vu que ça représente quand même une équipe d'une 20aine de personnes pour tenir les trois zones, on fait de plus en plus appel à des personnes de notre entourage qui connaissent, même des fois ça peut être des habitués, des fidèles qui viennent sur notre centre depuis plus d'une dizaine d'années, et on leur dit bon là on a besoin de monde cette fois-ci pour Taifu Comics, pour Ofelb, pour Ototo, vous connaissez notre catalogue, on vous connaît, est-ce qu'il y a possibilité, ou des anciens stagiaires aussi qu'on rappelle pour l'occasion. Et alors, attends, j'ai juste une question, et tu sais tous tes salons que tu fais, par exemple quand je t'ai croisé à Made in Asia et tout ça, c'était la même équipe? C'est la même équipe, là, c'est l'équipe éditoriale. Tu vas à tous les salons que tu fais? C'est l'équipe éditoriale. C'est 13 que tu fais. On en fait entre 10 et 15 par an. Et là, par contre, c'est vraiment l'équipe éditoriale qui se déplace. Donc, en l'occurrence, on est surtout une équipe de 3. Il y a 2 personnes qui sont en charge de l'événementiel et de la gestion du site de vente en ligne. Et ensuite, donc, il y a un responsable. Maintenant, de plus en plus, c'est moi qui me déplace, puisque après, forcément, tout ce qui est directeur de collection et directeur éditorial, ils ont quand même beaucoup de choses à faire entre-temps. Donc après, ça veut pas dire que moi, j'ai pas beaucoup de choses à faire. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que ça correspond. Il y en a plus, forcément. Voilà, c'est ça. Et puis ça correspond plus à mon domaine de métier, l'événementiel, la communication. Donc c'est vrai que c'est logique que ça soit moi. Voilà. Oui, puis ça me plaît. Moi, c'est vraiment un plaisir, quoi. À chaque fois que j'aime me déplacer en salon. Donc après, il y a des grosses cernas qui arrivent. Puis à chaque fois, je pleure en rentrant. Je ne le referai plus l'année prochaine. J'ai une 50aine de mails. Je suis en retard sur tout mon planning. Comment je vais faire? Mais bon, à chaque fois, on se dit, c'est comme Japan Expo, quoi. Le dimanche soir, on se dit, c'est fini, enfin, et tout. Et le lundi, on est comme ça, on fait ça, encore une année à attendre seulement, quoi. Encore une année. T'as plus rien à faire, t'es là, bon. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais chaque année, c'est comme ça. La pression qui retombe après Japan est assez. Mais ça me fait bizarre, hein, ça fait un peu. T'as cet aspect un peu déprime, je trouve. Moi, je déprime un peu après. Mais comme une colonie de vacances, tu sais, t'as passé tellement de temps avec les gens. C'est ça, tu passes plein de temps. Puis il y a une espèce d'euphorie quand même à Japan Expo. Il y a des gens pour qui c'est le moment de l'année où ils vont partager leur passion, et ça, tu le ressens quand t'es derrière le stand. Nous, à Delcourt Tonkam, c'est un peu moite-moite. Il y a des libraires, et en même temps, il y a beaucoup de l'équipe édito qui est présente, puisque on a lu les livres toute l'année, on les connaît très bien, et du coup, on est aussi quelque part les personnes les plus à même de recommander des titres comme on en a bien mangé toute l'année. Et chez Kana, ça marche comment? Chez Kana, alors sur la partie librairie, on est 8 plus une responsable de stand, mais en fait, c'est les mêmes depuis 15 ans, quoi. Enfin, en fait, c'est les mêmes depuis vraiment super longtemps. Donc moi, j'ai commencé en étant libraire sur le stand Kana il y a 8 ans, et j'avoue, c'est toujours les mêmes. Ça, c'est la colonie de vacances, en fait. C'est ça, t'as envie, quoi. On se retrouve et tout. Donc ça, après, t'as ça dit que le dimanche soir qui enregistre leurs émissions, donc c'est pas tout à fait fini pour nous, mais nous on enregistre le vous en voulez encore, c'est pour ça. C'est un after, quoi. Je crois que chaque année j'ai l'impression de me flageller quand je fais cette émission, parce qu'on est vraiment sur les rotules, les morts, mais on l'a fait, et c'est vrai que c'est cool aussi de se remémorer tout le salon pendant 2 heures après. En plus, c'est bien frais dans ta tête.
quoi. Là, c'est même tout chaud. Et aussi chaud que nous, parce qu'on est crevant le chapeau. Trop chaud là-bas. Et juste quand même, il y a l'équipe édito et market qui est là, qui essaie de pas déranger parce qu'ils sentent que les libraires sont dans le jus et qu'ils sentent qu'ils pitchent trop longtemps les mangas, alors que le vendeur à côté il dit ça shonen, ça déchire, vas-y, tu vois. Et hop là, et puis t'as la personne édito, mais plein de bonne volonté qui va raconter, mais genre jusqu'à la moitié du manga. Et on lui dit vas-y, c'est bon là, je pense que c'est bon. Donne-lui le goodies et à mon avis c'est bon. donc c'est chouette, ils aident parce qu'il y a toujours un truc à faire de toute façon sur le stand. Saurez-vous reconnaître à Japan Expo qui fait partie d'édito et qui est vendeur dans les stands? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas des étiquettes, on n'a pas des... nous on a des tabliers. Les gens pensent les vendeurs, enfin les libraires, ils ont des tabliers. Ouais. Donc on sait comment repérer les vendeurs. Et l'année dernière c'était un noir, donc ça vous pouvez ne pas trop se voir, mais là c'est rouge comme Fire Force. Bien qu'on les voit de loin, ça va être... Je connais un barbu qui va ressembler au Père Noël. Peut-être, ouais. C'est clair. Alors, c'est étonnant parce que je l'ai un petit peu senti dans ta réponse, Guillaume, qui disait c'est des personnes qu'on connaît, etc. Alors, que vous connaissez pour vendre les titres. Et alors la question c'est est-ce que c'est pas aussi par question de sécurité? Donc on parlait un petit peu par confiance, tu veux dire par confiance et sécurité. Est-ce que vous avez eu des problèmes de vol, de sécurité sur vos stands? Ça se passe par rapport au staff? Non, pas du tout. Alors pas staff de général, je veux dire. Non. Alors on va dire vol parmi les consommateurs. Enfin, une fois que le soir t'as mis ta bâche, écoute, tu vas pas rester non plus à côté du stand et voir s'il se passe un truc. Mais nous, ce qui est cool, c'est qu'on a un comptoir et la librairie est derrière. Donc en fait, personne peut accéder. Donc là, a priori, c'est bon. Et alors le staff, je leur fais confiance. Ça peut arriver avant, pendant ou après. Donc, mais pas en interne. Juste. Est-ce que vous estimez que on fait super attention le dimanche soir. Voilà. Dimanche soir, c'est un peu la foire à la saucisse. Je peux récupérer la PLV? Non. Je peux récupérer le visuel de 6 mètres par 3? Non. C'est ça. Après, voilà, il y a des mesures de sécurité. Par exemple, tout ce qui est comptoir ou table qui entoure le stand, c'est les choses qu'on enlève au dernier moment. C'est-à-dire que quand il y a quasiment... de toute façon, quand il n'y a plus de visiteurs ou même quand il n'y a plus que des exposants ou autres, c'est ce qu'on enlève au dernier moment parce que ça permet de faire une zone de délimitation où il n'y a que nous qui pouvons rentrer et c'est là-dedans, c'est dans cette zone de toute façon que il y a les affaires, il y a le reste, quoi. Donc c'est vrai que au-delà du stand, en tout cas, il n'y a personne qui peut rentrer dans cette zone. C'est acté chez nous, en tout cas. Et après, non, on n'a jamais eu de problème en interne de vol ou quoi que ce soit. Après, vis-à-vis de l'extérieur et des clients, c'est un peu plus compliqué parce que, à la différence de Cana, nous, la librairie, elle est vraiment sur les tables ou sur les comptoirs. Chez nous aussi, donc, il ne faut pas se leurrer. Je pense que je suis pas... je vis pas dans un monde de bisounours. Et même si on est vigilant, c'est pas possible. Et à tous les salons, je pense qu'il y en a, il y a peut-être il y a quelques exemplaires qui partent, malheureusement, j'ai envie de dire. C'est un peu dommage, oui. C'est un peu dommage. Après, d'un côté, ce que je me dis, je me fais du moment que je le vois pas, et heureusement que je le vois pas pour la personne. Sur la table et hop là. Mais c'est vrai que, même quand on le voit, parce que c'est déjà arrivé, l'année dernière, je sais que c'est arrivé sur Ototo, il y a quelqu'un qui s'est fait alpaguer, ou même quand j'étais libraire à l'époque au Manga Café, ça se voyait aussi énormément. On peut pas se permettre, quand on voit une personne qui a ce genre d'acte, de réagir méchamment ou violemment, quoi. Bien sûr, on est énervé parce que c'est un manque de respect envers l'éditeur, envers l'auteur, envers tout le monde, entre tout. Mais non, il faut garder son calme et dire tout simplement, ce que tu as fait, c'est pas bien. Alors maintenant, comment on fait? Soit tu as de l'argent pour l'acheter et puis ça se passe normalement, soit t'en as pas, tu reposes le bouquin, tu pars, quoi. C'est comme ça, et puis on fait comprendre que si on le revoit à côté rodé autour du stand, non, parce qu'on a vu des trucs assez what the fuck chez Kurokawa avec la lecture en ligne sur tablette, le mec il arrache carrément la tablette, il court avec, il est attrapé, il dit non, c'est pas moi. On me l'a donné, on m'a dit de courir. Voilà. Il l'arrache littéralement, tu vois, comme une brute, et il court avec. Il y a des phénomènes, il y a des phénomènes sur tous les salons. Pareil, l'exposition Saint Seiya, malheureusement, l'an dernier s'est fait voler aussi beaucoup.
beaucoup de choses et vandaliser. Et alors là, on comprend pas. Voler, bon, mais vandalise. Il y avait Kotoji aussi qui a. Lui, il est reparti à vide. Il avait plus rien sur le stand, plus d'écran, plus de PC. Voilà. Ah oui, non, l'année dernière, c'était vraiment la première année où j'ai vraiment entendu autant de choses en fait, surtout qui concernaient et qui touchaient les éditeurs. Je sais que moi, par exemple, il y a une année, j'étais au Manga Café. On est revenu, le dimanche ou alors le lundi, je sais plus, si c'était le dimanche matin ou le lundi quand on est revenu après le salon. On nous a dit bon, voilà, on avait un gros ballon en fait qui était gonflé à l'hélium à l'époque. Et alors, on s'était fait voler le ballon, on s'était fait voler les frigos, des frigos Pepsi qu'on avait récupérés en partenariat, des poufs. On s'était fait, voilà, et c'était le soir que c'est arrivé. Oui. C'était pas pendant le salon, mais c'était le soir. Donc après, là, dans ces cas-là, on sait pas du. Voilà quoi. T'as pas un client qui est rentré qui a mis un frigo sous le bras. Non, voilà, là malheureusement, c'est encore un autre problème quoi. Mais de façon, enfin, moi qui ai eu donc des stands boutiques, c'est vrai qu'une année, j'ai eu, mais ça a été je vendais des figurines. Le nombre de figurines qu'on a pu se faire voler cette année-là, à la fin, j'ai demandé au vigile de rester devant mon stand. J'avais une fuite de figurines que je n'arrivais pas. On ne comprenait pas comment ça. Quelle était la manœuvre. Tout était derrière nous et pourtant on en voyait qui disparaissaient du jour au lendemain. Et alors nous, par contre, ça se passait pendant la journée. On se disait mais comment le vigile a réussi à en attraper un. Je ne sais pas ce qu'il lui a fait. Il y en a, je ne peux pas le savoir. C'est des spécialistes. Je pense. Oui. Moi, je sais qu'à une époque, alors je sais plus si ça se fait maintenant. J'avoue que j'ai pas regardé, mais sur des forums, t'avais des gens qui faisaient un concours. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un topic qui était créé. Et en gros, le topic, c'était qu'est-ce que vous avez volé à Japan Expo. C'était sur le forum 1225 ou non, je sais pas du tout. C'était, mais je me souviens plus. Mais voilà, c'était, il y avait ça comme genre de topic et j'hallucinais quoi. Ou alors que c'était. Ils en sont fiers en plus. Ils le montrent et. Voilà, t'avais une espèce de compète en fait qui s'était organisée entre les personnes de ce topic en disant parce que c'était forcément organisé avant aussi. Et donc après, ils mettaient leur butin. Et c'est vrai que Stéphanie, tu disais tout à l'heure que les gens viennent à la fin du salon pour vous demander s'ils peuvent récupérer les bâches et les même les mangas. On les met en carton. Je peux les prendre en fait. Ou même demander. Souvent, c'est vrai qu'à la fin des stands, on dit vous pouvez pas faire une réduction, quelque chose. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez des messages à adresser à vos clients là maintenant au micro pour leur dire non, on ne peut pas faire de réduction sur les mangas ou en fait, il y a la loi du livre. Voilà, le prix du livre. Donc là, on peut rien faire. Là où on fait des réductions pour Japan, c'est sur le DVD. Tu vois, ils sont moins chers que dans le commerce. Le système de taxe est différent. Exactement, il n'y a pas de loi précise là-dessus, mais après sur le manga, on peut rien faire. Déjà, on fait quelques opérations de 2+1 au cours de l'année et tout ça, donc là effectivement, faut en profiter. On en a fait sur Naruto. On fait aussi les packs, tu sais, où il y a 3 mangas achetés mais 2 pays. Ou les prix de départ. Oui, au prix de départ aussi. Oui, voilà, les prix de départ, les prix de lancement. Et tout. Mais toutes ces opérations-là, elles sont négociées avec les ayants droit japonais. Du coup, c'est pas quelque chose qui peut se faire sur le pouce en fait. C'est juste vis-à-vis des japonais que c'est pas possible. Exactement. Les gens en fait ils partent et de la loi que comme les gens sont en train de remballer, ils ont envie de remballer le moins possible et qu'ils pensent en fait que mais ça marche dans les boutiques effectivement. Éventuellement les boutiques d'objets, de goodies pourront vous faire vous diront peut-être et encore mais faut comprendre que déjà à Japan Expo les prix sont vraiment et puis il faut voir le côté rentabilité quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. Après sur un livre, je pense que c'est vite rentabilisé, mais déjà on ne peut pas, et sur le DVD pareil, il faut être rentable à un moment donné. Et donc sur les PLV, ce genre de choses, pourquoi par exemple on peut pas les donner à la fin d'un stand alors la PLV était peut-être le mauvais exemple parce que sur Japan je n'en ai pas. Mais voilà, c'est un mauvais exemple. Mais par exemple sur d'autres stands où j'ai des PLV, ça dépend en fait. Si elles sont les PLV qui vont en magasin, parfois on en fait 300, 400, 500, mais nous en justif, on en a que 1 ou 2. Et donc en fait le but c'est que s'il est pas totalement démonté à la fin du stand, déjà on aime bien en garder nous dans le bureau quand il y a des gens qui viennent, ça fait toujours un peu de déco et après s'en resservir. Et il n'y a pas des gens qui vous demandent des décors, genre le décor de Elsa pour Save Me Pity, les colonnes. Mais t'as vu comme c'est imposant. Alors là, je t'arrête tout de suite. J'en reviens à Kurokawa avec son stand Sanseiya et ses colonnes romaines où le mec a emmené le décor. Non mais ce mec c'est non mais lui, vous en faites quoi? Je peux l'emmener? J'emmène. C'est vrai. Il y a du lourd. Il y a du lourd dans les récupérateurs. Moi quand j'avais encore un stand, tout ce que j'avais, figurines, bouquins, mais vous les jetez, c'est plus neuf après. Hein? Qu'est-ce qu'il dit l'autre? Comment ça t'as craqué d'intérieur? Mais voilà, non. Bon, sinon on va revenir à une petite. On revient sur les invités Japon, en tout cas de Japan Expo. C'est une autre approche. Quand vous avez un auteur japonais, quelles sont vos contraintes sur le salon de Japan Expo
comment ça se passe la collaboration avec Japan Expo quand c'est un invité en commun? Alors, juste pour ajouter un peu de data, moi par exemple, nous en tant que mangakas, quand on demande des interviews, c'est effectivement Japan Expo qui nous dit vous voulez qui, et c'est eux qui vont s'occuper de toute l'organisation, de nous donner les slots, etc. Donc on passe pas par les éditeurs. Vous passez jamais par ça dépend. Ça dépend peut-être. Ça dépend si c'est un auteur qui est invité par Japan. Si c'est un truc commun ou pas. Si c'est commun, a priori, c'est soit vous me demandez les réservations à moi, et de toute façon on parle avec Games of Com qui organise tout, on échange vachement là-dessus, donc on partage vraiment ces informations. Parce que Games of Com, donc c'est l'agence qui s'occupe de toute la communication de CEFA Event. Par contre, c'est vrai que j'ai pas, c'est pas CEFA qui s'occupe de ça, quoi. C'est délégué, mais oui, c'est ça. Mais donc vos auteurs, vous les soumettez pas à Japan Expo, forcément. C'est pas quand c'est des auteurs qu'on invite en nom propre, vraiment à 100% par notre maison édition, c'est nous qui gérons tout, et notamment tout ce qui est demande presse, etc., demande d'interview, etc. Quand c'est même nous aussi des fois qui démarchons les médias pour demander si tel ou tel média peut être intéressé, parce que on se dit que c'est la cible, etc. Et après, quand c'est en partenariat avec Japan Expo, même dans ce cas-là, on essaye quand même de garder. Moi, en tout cas, j'essaye de garder la mainmise sur quel type de médias, sur ça, parce que ça reste quand même. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est même si c'est en partenariat avec Japan Expo ou même un autre salon, en soi, c'est quand même l'image de la maison d'édition qui est mise en jeu. Donc, s'il y a un problème, ça va pas forcément être le salon qui va avoir un problème, ou alors à la limite le salon ne pourra plus peut-être recevoir d'auteurs de la maison d'édition. Mais par contre, la maison d'édition, elle joue beaucoup plus gros, parce que elle peut se voir refuser une nouvelle invitation d'auteur, ou même carrément la maison d'édition peut couper aussi les ponts, si c'est un gros problème, on est à l'abri de rien, quoi, donc c'est vrai que plus on garde la main mise sur ces éléments, mieux c'est, quoi, en tant qu'attaché de presse ou autre, quoi. Je pense qu'on préfère, quoi, après. Oui, totalement. Après, je nuance un tout petit peu, parce qu'il y a, par exemple, là cette année, j'ai encore Elsa Brands pour Save Me Pity qui vient. C'est moi qui réserve tout, parce que c'est Kana qui l'invite. Je réserve tout, je book tout et tout ça. Mais par contre, il arrive aussi que Games of Com me dise j'ai eu un journaliste, un tel qui veut faire ça, est-ce que ça te va, et tout. Donc, ça communique, en fait. C'est une super collaboration, en très bonne entente. Mais effectivement, on check, parce que en fait, il y a très peu de créneaux. Quand c'est surtout des auteurs japonais, c'est pas comme Elzaba qui va enchaîner avec le sourire, la patate, 20 interviews, 8 heures de dédicaces, à manger sur le pouce. On peut pas faire du tout la même chose. C'est vraiment minuté. On a prévu une heure d'interview aujourd'hui. Tu vois, 3 journalistes. Tu vois, parce que le temps de la traduction, tu vois, en plus il y a pas mal de temps un peu mort, quoi. Donc de traduire, de répéter, d'affiner la question et tout ça. Donc nous on est de l'autre côté, nous on est dans la salle d'attente et on attend notre tour. Voilà. On est là, on guette, on a combien de nous. Elle ouvre la porte? Ah non, elle a pas ouvert. Oui, c'est ça, exactement. D'ailleurs, vous accompagnez les auteurs. Alors c'est qui accompagne juste les auteurs à Japan Expo pendant les interviews? L'interprète de fait, son tanto, son éditeur, et moi, et l'attaché. Donc en fait, vous tournez entre le stand, les périodes de... Ouais, c'est ça. Oui, vous faites beaucoup de choses, en fait. C'est ça, faut avoir la stamina. Nous, on est privilégiés. On le pensait pas. Et quand vous avez fait tout ça, que ça s'est bien passé, on va dire qu'il n'y a pas eu le bug qu'il fallait pas qu'il y ait, c'est quoi le point de vue ou les retours des auteurs japonais par rapport à ce salon, après que vous ayez fait tout ce qu'il fallait faire en général? On est mort, on reviendra plus jamais, ou c'était cool, et en gros, sans en voir quelqu'un en particulier. Je pense que c'est à nous d'essayer de leur... En fait, ce qui est assez compliqué, c'est que de ce que j'ai vu, c'est qu'un Japonais, quand il a vu le planning, comme il se dit qu'il a accepté, il n'osera pas forcément dire j'en ai un petit peu marre, j'ai beaucoup trop chaud. Donc, il faut vraiment être proactif pour leur dire mais dites-nous, si vous avez soif, on peut arrêter. Et c'est là où le rôle de l'interprète est juste méga important, parce que moi, ne parlant pas un mot de japonais, je sais dire bonjour, mais ne parlant pas un mot de japonais, c'est compliqué de lire à travers ce qu'elle dit, et de savoir si... donc je suis toujours très très chiante avec l'interprète. Elle va bien là? T'es sûre qu'elle va bien? Redemande-lui si elle va bien. Parce que tu veux pas passer à côté de ça, et quand on insiste un peu, parfois on se dit que oui, je pense qu'elle voudrait arrêter là et tout. On arrête. Là pour le coup, on n'hésite pas. C'est sur toutes les animations, c'est l'auteur japonais first, quoi. Et après
après Japan, on le gère après quoi. C'est très japonais entre guillemets. C'est le respect en fait. Il y a un accord qui a été trouvé sur un planning et quel que soit le problème, il voudra pas revenir forcément sur cet accord. Et c'est vrai que dans ce cas-là, le rôle de l'interprète est hyper important parce que nous, en tant qu'attaché de presse, on n'est pas tout le temps non-stop avec l'auteur. Là où l'interprète, il reste avec lui, aux horaires de pause, de déjeuner, des fois même le matin, le soir, c'est ça. Et dans ce cas-là, on a un débrief d'ailleurs avec l'interprète le matin, le soir, ou même des fois au téléphone, en lui disant bon, ça s'est bien passé ce soir, il était un peu fatigué après la journée, comment ça s'est passé au dîner, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème. On est un peu comme des parents, quoi. C'est vrai. Après, une fois que tout s'est bien passé, en général, ils ont un bon retour sur le festival, ce que vous avez fait, votre entourage. Vous avez jamais vraiment eu le... non, mais c'est vrai que des fois, on se dit qu'on va peut-être pas avoir de retour. En fait, c'est pas forcément acquis qu'on va avoir un retour. Des fois, c'est dans les mots des auteurs, dans les mangas. Je sais que nous, quand on a invité Aya Oda en 2013, dans le dernier tome de la série qu'elle venait de lancer, il y a des colonnes de mots de l'auteur où elle a dit je suis allée à Paris, il y a une petite tour Eiffel, elle fait des petits dessins, elle essaie de dessiner tout le monde et tout. C'était super attachant du coup de voir son retour, et quand c'est des auteurs en plus qui n'ont pas forcément l'occasion d'aller tous les 3 du mois à Paris, c'est toujours quand même un voyage incroyable. Ils sont toujours super contents de venir à Paris. C'est une ville qui fait rêver. Puis ils sont pas habitués à avoir des séances de dédicaces comme ça, quoi. C'est au Japon, c'est pas jamais. La Japan Expo, la plupart, en tout cas tous les auteurs qu'on a eu, mais c'est la première fois que je fais ça, quoi. Mais tout est nouveau pour eux, parce que même les demandes d'interview, les interviews, ils en ont pas fait. Moi, les 2 auteurs que j'ai eu en mars, ils avaient jamais fait d'interview, jamais fait de dédicace, ni de conférence. Donc j'étais là à chaque fois. Tu te rappelles, hein? Oui, je sais. Je te voyais lever les yeux au ciel. Je me dis, souvenir. Mais donc c'est vrai que on les prépare à des gens très timides. Oui. Oui, tu sais qu'il s'était levé super tôt le matin, tellement il était stressé par sa première interview. Je crois qu'il s'était couché il venait d'arriver du Japon, et dès le lendemain, je lui ai fait faire une interview. Il s'est levé à 5h du matin, et son tanto m'a dit, a dit à l'interprète, oui, il est un peu stressé. Donc, oui, je comprends. Mais c'est normal, hein, on est là pour les premières fois, et c'est vrai, c'est ce que tu dis, on est un peu les parents, donc tu surveilles ton nid, ton cocon, quoi. C'est ça. C'est moi qui suis en train de me dire, la prochaine fois, je fais une interview à un auteur, pas hyper connu, donc je sens qu'on n'a jamais lu d'interview, donc ça doit être pas loin de la première fois. Je dis, il faudrait que je sois super gentille avec eux. Mais en général, on est honnêtement, pour moi, vraiment qui fait les interviews, j'ai toujours un très très bon accueil. Mais ils sont super contents. Une fois qu'ils sont dedans, ils sont super contents. Alors, par contre, j'ai un très bon souvenir de Guild Pleasure. Guild Pleasure, mais c'était moi aussi j'ai un très très bon souvenir parce qu'elles étaient venues en plus, elles étaient venues en fait de leur plein gré. Elles nous avaient demandé. Après, il y a eu des discussions. L'avantage de Guild Pleasure, c'est qu'elles n'ont pas un fonctionnement à la japonaise en soi. C'est qu'elles elles vivent aux États-Unis. Déjà, elles sont taïwanaises, elles ne sont pas japonaises à la base, et donc elles ont un mode de fonctionnement occidental, quoi, à l'américaine, cool. Et c'est vrai que c'est énorme, quoi. Elles ont plus de souplesse de ce qu'elles peuvent dire aussi. Voilà, c'est ça. Elles sont directes, elles sont franches, elles sont différentes. Elles sont allées dans une autre culture. Elles ont déjà une autre culture. C'est vrai que c'était très intéressant, en tout cas pour moi aussi, d'avoir géré ces 2 auteurs, parce que c'est vrai que c'était totalement autre chose. Elles étaient 2. Pour moi, c'était vraiment très fort caractère aussi. Très étrange, très différent de tout ce que j'ai pu faire. Mais même avec ces détours, on avait interviewé un animateur où là on était vachement plus dans le côté traditionnel japonais. C'était Watanabe Akio. Il y avait quelque chose de très. Après, il y a quelque chose de toujours un peu impressionnant quand tu es journaliste et que tu arrives devant l'auteur et que tu fais waouh, c'est lui. Je le vois, c'est lui. Tu t'essuies un peu le front et tu balances des questions tout de suite. Disons que l'ambiance est respectueuse tout de suite, et c'est aussi un moment un peu sacré. Mais en général, ils sont contents, ils ont des bonnes, on a des bons retours, quoi. C'est vrai qu'on lit les retours, que ça soit dans les mangas. J'étais en train de me dire. Yamato Gawa chez Taifu, dans le dernier Vanilla Essence qu'il a fait, il parle de son de son voyage à Lyon quand on l'avait fait venir pour la Japan Touch, et c'était génial. Et puis c'est vrai que ça confirme aussi le fait que, parce que c'est vrai que par contre moi ça m'est rarement arrivé que sur le moment, après le salon, ils nous fassent un débrief en disant oui, alors moi j'ai bien aimé ça. Non, ça arrive très rarement. C'est rare, quoi. On ne dit pas ça. Voilà, tu le sais plus tard. Ou alors on le sait très bien.
Voilà. Ou alors c'est l'éditeur qui dit non, c'était bien. Ouais, t'as forcément un retour de l'éditeur. Voilà. Soit il est mauvais et du coup il te dit pas que c'est mauvais, mais tu sens que c'est mauvais. Voilà, c'est rien parce qu'ils disent jamais du mal et c'est très bien aussi. Ou sinon, quand ils sont contents, ils le disent aussi. Voilà, et ça fait vraiment plaisir, quoi. Parce que tu te dis, bon, t'es bon. Alors, c'est dommage. On n'a pas Kurokawa avec nous parce que je voulais juste partager une petite anecdote qu'ils ont mis sur Twitter. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Il y a quelques années, il y avait une exposition d'artistes japonais, mais apprentis mangaka. Oui, tout à fait. D'une école, je crois, ou quelque chose comme ça. Et ils vendaient en fait des toiles qu'ils avaient réalisées pour l'occasion. Mais c'est vraiment, on est dans l'apprenti mangaka, donc des gens qui débutent dans le métier ou qui n'ont même pas débarré dans le métier. Et donc, à Japan Expo, on pouvait les acheter. Et il y a une jeune femme qui a acheté une des toiles. Et l'auteur en question, alors je n'ai pas le nom en tête. C'est Im, je crois. C'est Kiun, alors c'est pas Kurokawa. C'était Kiun. C'est Kiun, Imhotep, le plus grand prêtre. Voilà, tout à fait. Et du coup, qui s'est dit quelqu'un a acheté mon œuvre et ça, à l'époque, il dit que ça avait changé complètement sa vie. Et on recherche la jeune fille qui a acheté la toile pour lui dire, et je crois qu'ils l'ont pas encore retrouvée. Donc, si jamais cette anecdote appel à témoin. Il y a un auteur au Japon qui serait ravi d'avoir de vos nouvelles, je crois. De savoir, c'est vrai que c'était énorme comme anecdote. Ça, c'est génial comme anecdote de retour. Même si la personne n'était jamais venue physiquement à Japan Expo, mais ses œuvres, oui. Pour continuer sur les relations avec les Japonais, au niveau des éditeurs, est-ce que c'est un moment clé aussi pour les rencontres professionnelles, puisqu'il y a quand même une partie pro, du coup, que c'est aussi un peu des coulisses quelque part, où justement, généralement, il y a une rencontre entre les éditeurs français et les éditeurs japonais. Est-ce que c'est un moment clé pour les achats de droits ou certaines séries clés? Alors vous êtes événementiel, donc vous n'êtes peut-être pas exactement dans ces papiers-là, mais... alors en fait, je vais pas parler de Japan Expo là, mais parce que c'est la première fois que je reçois un auteur pour Japan. Mais là, donc au mois de mars, on avait eu l'auteur de Sky High Survival, Kyako Dansha, pour Made in Asia, et l'auteur de Captain Albator, Dimension Voyage, pour la foire du livre de Bruxelles. Et non, c'est pas du tout là où on fait une négociation, parce que là on est vraiment dans la réception de l'auteur, voir que tout se passe bien et apprendre à connaître, parce que c'est vrai que c'est toujours chouette. Enfin, moi c'était mon premier auteur au bas pour Sky High, et c'est vrai que c'était chouette de voir comment le quotidien, tu vois, la culture vraiment japonaise en plein dedans. Donc c'est plutôt du relationnel, c'est vraiment c'est ça qui après peut aider pour la suite. C'est forcément que si ça s'est bien passé, que le relationnel était bon, que l'auteur était content, que l'éditeur était content, forcément c'est que pro bono, enfin c'est vraiment très très bien. Donc mais sur le coup non, tu parles pas de projet. Non, effectivement. Mais les autres, même un peu déplacé, je pense. Les autres éditeurs qui sont là, par contre, en dehors de celui qui travaille avec l'auteur, il y a aussi des rencontres entre les éditeurs français et les éditeurs japonais sur place, pas spécialement. En fait, je sais pas si j'ai tout bien compris, mais en fait, il y a un auteur qui vient avec son éditeur à lui. Sans parler de l'auteur, en fait. En fait, je pense que ce que tu veux dire, c'est quoi là, c'est quand mis à part Japan Expo et le côté B2C de Japan Expo, il y a un côté B2B aussi. Voilà, c'est plus cette facette-là. Oui, là, comme tout le monde, on boucle les auditeurs ne savent pas forcément qu'il y a des salles. En salle de B2B Center, où tu entres une table avec des cloisons plus ou moins sonorisé selon quelle salle tu as pris, et effectivement là tu fais des rencontres avec les éditeurs, où tu présentes les projets, où tu insistes sur un point. Après il y a jamais, dans ce genre de réunion il y a jamais rien qui se conclut à la fin de la réunion. C'est des bases qui sont mises. C'est se rencontrer, c'est se rencontrer et parler de ses projets, quoi. Un moment aussi de rencontre entre guillemets de face à face, vu que la plupart des échanges se font en mail le reste de l'année. Oui, ils se déplacent. Et présentation de projets, d'envie, mais initier ça en tout cas. C'est plus un entretien de relation que un moment décisif. C'est vrai qu'on les voit quand on rentre en fait dans la zone pro. La zone pro, en fait, au rez-de-chaussée, vraiment dans l'entrée, on les voit. Alors je sais plus qui est présent à chaque fois. C'est Tohan et Total Mori, qui sont des agences du coup de droit japonais, qui font l'intermédiaire entre les éditeurs français et les éditeurs japonais, souvent de façon anglophone. Le contrat tout à l'heure que j'avais signé au Japon, c'était avec Tohan, avec qui j'avais travaillé pendant quelques années. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je vois, je fais
Mais ils ne seront plus là cette année. C'est vrai? Oui. Oh. Ils upgrade. Ils upgrade. Ils restent pas dans le hall. Ah oui, d'accord. Alors j'avoue que l'effet de les voir dans le hall à chaque fois, c'est un peu glauque. C'était bizarre. Enfin, c'était pas bizarre et on leur avait proposé ces places et donc du coup ils ont dit oui. Mais du coup là ils sont. Le côté intimiste, c'est vrai qu'il part aussi un peu en. Il n'était pas là, quoi. Il n'était pas là. Je sais pas si c'est un rendez-vous, c'est juste on s'est posé, on s'est regardé. Exactement. Bon après tu vois la tête des Japonais, tu fais ok. C'est pas la plupart du temps, même quand tu connais une personne et tout, tu le vois. Non, il vaut mieux pas que j'intervienne et que je dis. Salut, ça va. Exactement. Non, là on sait que. Une bonne blague. Comme les auditeurs se rendent pas bien compte puisque normalement les gros yeux pas allés. Mais effectivement, quand on rentre, en fait, on avait une sorte de petit hall et en fait tout de suite un escalier qu'on doit monter. Maintenant il y a toute la presse. Voilà, et en haut on a l'espace d'attente, on a la grande salle de presse en général. Il y a beaucoup de monde. Et par ailleurs, au-delà de la Japan Expo même, souvent c'est l'occasion pour les éditeurs japonais de venir dans les locaux de l'éditeur français. Ça arrive régulièrement. En tout cas, chez Delcourt Tonkam, on a souvent ces visites-là qui ponctuent. Ça fluctue, ça doit dépendre des éditeurs. Moi, il y a toute l'équipe éditoriale est à Bruxelles et toute l'équipe communication, marketing inclus et le DVD sont à Paris 18. Mais c'est vrai que, en fait, nous à Japan, tout le monde est sur le pont de Japan Expo. On les voit à ce moment-là et pas forcément à l'extérieur. Pas forcément, non. Ça dépend des éditeurs, du coup. Oui, voilà, et puis des opportunités, du temps et. C'est ça aussi, oui, ça dépend. Ça dépend aussi où sont les locaux, voilà. Tout à fait. C'est ça. Oui. Ou alors ça se passe, mais moi je vois pas. On va parler on va faire une aparté sur d'autres salons. Angoulême reste important comme plateforme de communication vers les non-lecteurs de manga. Idem pour le salon du livre de Paris et Japan Expo. C'est le truc où c'est l'endroit où il faut prescrire. C'est là où il faut. Angoulême. Non, Japan Expo. Non, je pense que je donne les autres avant. Est-ce que c'est celui-ce qui, vis-à-vis du public, faut pas se louper? C'est là où c'est tellement un enjeu de visibilité. Enfin, je pense que ce serait fort s'il y avait un éditeur de manga qui se retirait de Japan, comme tu disais tout à l'heure que Bandai ne vient pas. C'est quand même, voilà. C'est exactement ce que tu viens de faire. C'est un peu fort. Mais tous les éditeurs de manga sont pas de Japan Expo quand même. Oui, il y en a une grosse part. Komiku n'est pas toujours là. Oui, effectivement. Ouais, Komiku n'est pas toujours là, c'est vrai. Je cherche un nom plus gros, mais il me semble qu'il y en a des assez évidents. Je sais pas si. Non, mais par exemple, Casterman, il est juste représenté par. Casterman. Manga Café, il y a une table avec des fanions, voilà. Et Panini, ils sont pas présents tout le temps, non? Panini. Ils étaient là. L'année dernière, en tout cas, ils étaient là. Je les cherche, ils sont pas à côté des éditeurs, du coup. Ah oui, ils sont un peu plus excentriques. L'année dernière, ils étaient gros stand tout noir, carré, comme les autres années. Avec des gros figurines, là, ils avaient des trucs de. Et cette année, c'est un gros stand carré, mais avec porte ouverte partout. Donc, ça, c'est super dur à gérer. Enfin, en termes de flux et tout. Oh la vache. On en reparlera. Ouvert et fermé. Nous, l'année dernière, on a testé le côté ouvert pour les shoujo spécifiquement. Oui, c'est vrai. Ça a bien marché. En fait, c'était une expérience assez intéressante. Donc, moi, j'avais fait le côté shoujo avant, derrière une table avec les livres devant. Et là, pour le coup, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que les clientes de shoujo savent très bien ce qu'elles veulent. Et tu te dis, mais je sers à rien, en fait. Vous voulez un renseignement? Non, ça va. Elles prennent leur bouquin. Et hop, encaisse-moi, et c'est bon. Du coup, c'est vraiment un aspect différent, mais ça s'est quand même globalement bien passé. On s'est vite rendu compte qu'il fallait qu'on mette des gens qui faisaient un peu le vigile devant pour juste intimider, par en contre, fait. quand c'est ouvert, c'est obligé. Mais du coup, il y a toujours un risque de vol, effectivement. Mais finalement, pour le renseignement, c'était une approche différente. Bon, il y avait aussi des gens qui squattaient pour lire dans les coins du stand. D'accord. Non. C'est pour ça que les stands fermés, ça a quelques ça a des avantages. Nos sécurité. Nos vendeurs les plus sensibles, on les laisse derrière la caisse pour les protéger. Et moi, je vais au front. Mais pour Bandai, je pense effectivement qu'ils sont juste déplacés parce que dans les annonces de Japan Expo qu'on a eu lors de la conférence de presse, ils annonçaient pourtant un gigantesque stand de Sailor Moon encore une fois. Après, peut-être Sailor Moon. J'ai pas regardé les autres licences, mais il y en avait d'autres. Dragon Ball aussi, il me semble. C'est un entendu. Ouais, il paraît qu'il y a un truc qui s'appelle Dragon Ball. C'est un entendu dire. Après, nous, par rapport même à certaines activités, je pense qu'on n'a peut-être pas été le seul éditeur à être contacté, mais c'est ça. voilà, c'est. Après, il y a des choses qui nous
ils ont été proposés par rapport à ça. Parce qu'ils cherchaient en fait. Non, alors je connais pas les raisons exactes. C'est juste que j'ai entendu dire que Bandai ne serait pas là, mais après peut-être à force de discussion, ils ont trouvé ou un représentant. Non, ou peut-être que c'est possible qu'ils avaient en fait un petit stand avec un représentant, avec un catalogue, etc. Et après la boutique et il y a un truc tout simple. Regarde le stand Expo Pokémon Center. Ce n'est pas de la vente, c'est juste un showroom pour montrer. Vrai. Quelle horreur. C'est pas de la vente. Non, ça sera pas de la vente. J'ai vendu du rêve à une amie. Là je vais la décevoir en direct. Il y a quelque chose qui m'échappe sur on pourrait se faire beaucoup d'argent. On va pas le faire. Alors le problème c'est la norme CE. Oui, d'accord. Voilà, donc voilà, on peut pas. Oui, mais alors d'accord, c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de vente d'exportation de ces produits-là. Si, non, parce que pour l'aparté, ils avaient déjà fait un stand, une boutique à Paris, et ils vendaient plein de choses. Oui, mais c'était des produits américains. Ils font la même chose, ils revendent des produits américains. Oui, mais là, les Pokémon Center sont des produits spécifiques à Pokémon Center qu'il n'y a pas aux États-Unis. Je serais pas 100% d'accord parce que je pense que les peluches qui étaient vendues au Pokémon Center pop-up, les premières avant que ça se fasse dévaliser en une demi-journée. Non, ça c'est celle pour les VIP qui sont rentrés, qui ont pu en prendre 10 et le lendemain il n'y avait plus personne pour le grand public. J'ai réussi en tant qu'être humain normal à choper. Pas beaucoup, ils ont eu des stocks très limités. J'ai pas eu les premiers Pokémon, mais j'ai eu quand même du second choix correct. C'était qu'une journée. T'en ramènes 300, il y a 3000 personnes, donc tu vois. C'est dommage. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas pu s'organiser. Mais donc cette année, ça sera un stand. Et du coup, je veux bien te questionner plus sur cette histoire de normes. Du coup, c'est parce que. Je suis même pas sûre que tu as une question. C'est la norme des types de produits. C'est quoi? Je pense que ça dépend des années. On va pas rentrer dans le débat, mais la norme CE, c'est quelque chose. Des exposants qui, en fonction des années, par exemple, l'année dernière, Good Smile Company était pas là, cette année ils reviennent. Ankama était pas là l'année dernière, cette année j'ai vu qu'ils revenaient. Ils font des lancements. Ça dépend des années. Il y a ça dépend des années, ça dépend des projets. Ça se trouve, comme on l'a dit, en tant qu'éditeur de manga, c'est vrai que pour nous c'est compliqué de dire non à Japan Expo parce que ça reste quand même une vitrine assez énorme d'un point de vue public, d'un point de vue professionnel. C'est là qu'on rencontre aussi des éditeurs. Donc c'est vrai que même si un éditeur japonais ça ferait bizarre pour l'éditeur japonais. T'as raison. C'est ça, voilà. Mais ça dépend des projets. Je pense que autres que les éditeurs de manga, les éditeurs jeux vidéo, les éditeurs animation française, etc. Ils ont d'autres enjeux peut-être que Japan Expo et ils se disent par exemple peut-être que Bandai ou même d'autres ils vont se dire moi Japan Expo c'est peut-être pas mon enjeu, ça sera peut-être la Paris Games Week ou autre chose. Et c'est comme tu disais Casterman, effectivement, je pense même que Casterman, leur manga ils les vendent peut-être un peu mieux au salon du livre qu'à Japan Expo. Moi sur mon stand, tu vois, je prends très très peu de Kamimura. Enfin ça ne sert. C'est pas le public. C'est pas le public. Tout à fait. J'en prends quelques-uns parce qu'il y a toujours 2-3, mais ça dépend de la ligne. Ça dépend de la ligne édito. Je discutais. Puis du salon lui-même. Oui, voilà, c'est ça. L'année dernière, je discutais avec Stéphane qui s'occupe du Lézard Noir et qui me disait mais j'hésite à aller à Japan Expo, mais Japan Expo pour moi, je suis sûr que je fonctionnerai pas. Mais je lui ai dit, je lui ai fait oui, effectivement, c'est pas ton public. Tu cartonnes à Angoulême, tu vends des palettes à Angoulême, mais à Japan Expo, non, je pense pas. T'aurais un certain public, mais par rapport au prix de ton stand, le déplacement en plus, parce qu'il n'est pas du tout dans région parisienne, ce serait pas rentable. Et après, je sais pas, ça se trouve un jour, une année, il décidera d'y aller, mais voilà, il y a certains éditeurs qui n'ont pas la touche Japan Expo, quoi. Mais complètement. Et c'est pas grave, il y a d'autres salons. C'est ça, heureusement d'ailleurs qu'il y a d'autres salons, il y a le salon du livre, la jeunesse. Les titres très jeunesse, justement, marchent pas spécialement bien sur Japan Expo. Il y a le salon du livre de Montreuil. Voilà, où là, c'est beaucoup plus pertinent. Ah oui, non. On s'est fait défoncer sur Naruto. Oh là là, je m'y attendais pas. Je confirme. Salon du livre de Montreuil. Oui. Oh la vache, j'avais pas pris assez. Enfin, c'était top, hein, mais c'est vrai que les enfants ils étaient au taquet sur Naruto. Ah ouais, mais tant mieux, tant mieux. C'était le dernier en plus. Oui, voilà, c'était le dernier. Naruto. Ils étaient très sympas. Oui, mais ils arrivaient en masse parce que c'est les écoles qui arrivent avec et j'avoue avec les chèques lire forcément. Donc c'était chouette. Puis ce qui est bien, c'est que nous on était en haut et puis le dernier Naruto, non c'est en bas qu'il faut. Non c'est en bas qu'il faut. Toto c'est où? Il y a toujours des gens pour te demander un Naruto quel que soit le stand d'éditeur que tu tiens. C'est la base. Et en termes d'enjeux, du coup, est-ce que vous faites des lancements pour Japan Expo et est-ce que Japan Expo peut changer le destin d'un titre ou est-ce que au contraire ça peut avoir des impacts? Il y a un point que je tiens à souligner, c'est le rapport de la maison d'édition
relation avec les libraires. Oui, c'est ça. Parce que, n'est-ce pas Kobito, hein? Je ne sais pas. Non, mais c'est vrai que quand on sort un titre pile pour la Japan Expo, je dis pas qu'on vend tout le stock, mais par exemple de Sky Survival, on en avait vendu 1200. Donc forcément 1200 sur, c'est énorme. Ça veut dire qu'ils vont pas l'acheter chez leur libraire, et forcément ça leur fait un manque à gagner qui est assez considérable. Donc nous, ce qu'on fait maintenant de plus en plus, c'est qu'on sort le titre une semaine avant Japan Expo. Comme ça laisse un peu de temps pour que le libraire, il ait eu le temps de l'exposer, de vendre à ses fidèles et fans. Et voilà. Et après, Japan ne fait pas tout le, à mon avis, c'est une partie de toute façon. Voilà, c'est ça. Les 4 jours. Toutes les personnes qui vont des salons en province, forcément, ils vont pas tous à Japan Expo. Pour vous, l'important c'est que le titre se vende, mais pas qu'il soit vendu à Japan Expo, qu'il soit vendu par un libraire. Vous, finalement, ça change. Ça change un petit peu. Ça change marge en fait. Déjà, Japan Expo, c'est pas $1 niveau coût. Oui, entre le stand et l'animation. Donc le but, c'est d'arriver, de tendre vers la rentabilité, d'arriver au seuil zéro. Et oui, pour ça, il faut qu'on vende. Du coup, c'est pour ça, c'est stratégique. Si on sort les grosses cartouches le 10 juin, on sera pas rentable pour Japan Expo. Si on le sort une semaine, on fait un petit geste pour le libraire, et en même temps on s'assure aussi d'avoir des ventes, et c'est pour ça aussi qu'on fait des goodies des fois totalement spéciales Japan pour quand même essayer de rentabiliser les stands. Et pour vous, c'est un enjeu, du coup, c'est pas gagné de rentabiliser un stand à Japan Expo? De rentabiliser un stand sur n'importe quel salon, c'est pas évident. Après, peut-être sur d'autres salons, peut-être en province, tu peux, à mon avis, plus te débrouiller, heureusement tous les stands, tous les salons n'ont pas les mêmes prix. Et t'es un peu le seul, un des rares éditeurs à faire le déplacement entre 10 et 15 fois dans l'année aussi. Donc tu vois, t'as une vraie appétence quand t'as un éditeur qui est là en vrai, tu vas plus le voir. Quoi. Après, c'est vrai que Taifu Comics, Ototo, Felb, à Japan Expo, c'est un peu. J'entends souvent le même écho année après année, où les gens en fait se demandent, mais ils comprennent pas en fait pourquoi le stand à chaque fois on est blindé. C'est vrai que les 4 jours, nous, on se fait rusher, mais et je pense même, et c'est ça qui est drôle, c'est encore plus sur Taifu Comics. Où Taifu Comics, moi je m'occupe particulièrement de Taifu Comics, et on n'arrête pas quoi. Taifu Comics, c'est 4 jours, c'est 4 jeudis quoi, quasiment. Pas, quoi. Ouais. C'est 4 jeudis matin. Voilà, non mais c'est affolant, et c'est pour ça qu'après, par exemple sur Ototo, sur les lancements, alors on fait pas de lancement à Japan Expo, on fait même pas de lancement en fait fin mai. Maintenant les lancements on les fait début juin. Depuis, je parle depuis 2 ans, hein, depuis vraiment que la maison d'édition a pris un rythme. L'année dernière, Remonster, on l'a fait le 9 juin. Cette année, Alderamin, on l'a fait pareil, le 9 juin. D'ailleurs, c'est la même date, c'est marrant. le 9 juin. Et c'est des discussions qu'on a, hein, franchement. On se dit, quand est-ce qu'il faut le sortir? On le sort à Japan Expo, on le sort fin juin, on le sort début juin. Et au final, à chaque fois, on en revient à la même décision, c'est de le sortir début juin. Comme ça, on se dit début juin, ça permet de faire de la com un mois avant de Japan Expo. Même si les gens n'achètent pas, ils voient le titre en librairie, ils voient la PLV en librairie. Ils savent leur liste de courses pour Japan. Exactement. Les libraires comme ça, ils sont contents. Ils l'ont un mois avant, et encore plus ceux qui sont en province, parce que les gens se déplacent quand même pas aussi facilement quand ils sont en province à Japan Expo. Et après, bien sûr qu'on sait qu'on va en vendre moins, forcément, si on le sort un mois avant de Japan Expo. Mais on se dit, on a d'autres titres dans le catalogue, on va peut-être sortir un tome 5 ou 6 ou d'une autre série, ou peut-être qu'on va sortir le tome 1 début juin et le tome 2 c'est ça. En juillet. Oui, tout à fait. Par exemple, Alderamin, c'est ce qu'on fait. ReZero, l'arc 2, le tome 1, c'est pareil, c'est à Japan Expo qu'on le sort, et grâce à ces titres et à ces nouveautés, ça va venir compenser peut-être les ventes des tomes 1 qu'on a sorti un mois avant, qu'on n'aura pas à Japan Expo, mais au final, t'as quand même une nouveauté qui est là, forte. On essaie quand même d'avoir des nouveautés. Ouais. Là, cette année, par exemple, l'artbook Sword Art Online, on le sort quand même pour Japan Expo. Ça reste un artbook, ça se vend, c'est toujours compliqué à vendre en librairie, c'est pas ce qui se vend le plus, donc le fait d'être salon, à Japan Expo, en salon ça marche mieux. Oui. En salon ça marche, le pouvoir d'achat est un peu plus élevé. C'est ça, et puis Japan Expo, les gens ils se font plaisir quoi. Donc là nous aussi on sort l'artbook Black Butler, et on le sort pour Japan parce qu'on sait que ça va plaire quoi. C'est ça. Et après les avant-premières, on en fait rarement pour Taifu Comics. Pour Taifu Comics, on en fait 1 semaine, 2 semaines. Des fois, ça nous arrive, il y a
C'était pour Twittering Birds Never Fly. Alors c'était en 2013, je pense, si je me trompe pas. Le tome 1, on l'avait sorti en fait en septembre, je pense, en librairie. Tu me dis si je me trompe pas. Ça va. Voilà, on l'avait sorti en septembre en librairie et on l'avait sorti en avant-première à Japan Expo. Après, il y a In This World, mais là c'est particulier en fait. In This World, c'est l'édition collector limitée qu'on ne sort pas en librairie, qui est exclusif salon. Donc ça c'est différent. Donc voilà. Et là, après, je les insulte moins. Là, mais voilà, sinon c'est vrai que ça arrive de moins en moins. Après, avant, voilà, il y a quelques années, encore une fois, dans le passé, je sais pas comment c'était, mais en tout cas depuis que je travaille pour Taifu Comics, il n'y a pas eu vraiment de grosse avant-première exclusive Japan Expo. Il n'y a pas eu de lancement vraiment typique Japan Expo de série. Vous avez des avant-premières là, mais c'est pas des lancements de numéro 1. Non, c'est pas des lancements là, c'est des suites. C'est des suites qui sortent la semaine d'après chez nous. Il y en a beaucoup des avant-premières. Ça a une semaine. Il y en a beaucoup des avant-premières. L'an dernier, il y en a eu. Cette année, il n'y en aura pas beaucoup. Enfin, elles sont pas annoncées. Oui, non, mais forcément, on le dit au dernier moment. Non, elles seront pas dites au dernier moment. Elles seront là, c'est tout. Il le sait, et il le sait. Oui, je sais. Et on sait chez qui. Après, bon, voilà, chaque éditeur, c'est vrai qu'à après, moi perso, alors là, je fais l'aparté du libraire qui dit je préfère qu'un éditeur me prévienne qu'il y aura une avant-première, car parce que je peux travailler mes quantités en fonction de ce que je ne vais pas vendre, et en laissant l'éditeur faire la pub pour moi pour le volume 2. Voilà. Je vendrai moins, mais je dépenserai moins avec la quantité que je pensais vendre à la base. Mais bon, on va dire que presque tout le monde joue ce jeu. Mais voilà. Je prends par exemple les éditions Kiun, Ahmed, si tu nous entends, qui nous prévient quasiment en janvier qu'est-ce qui va sortir en juillet. Donc, bon, il y a numéro 1, je vais pas lui dire je t'adore pour ça, mais c'est un numéro 1, je sais que je vais faire moins de quantité, c'est tout. Au moins, mais c'est le jeu. C'est le jeu. Mais au moins, on est prévenu. On va pas en commander 60 alors qu'on va en vendre 10. Après, il y a le côté aussi un peu festif. Attention au tome 2. Le tome 2, généralement, c'est là où on vend. Il faut faire attention. Parce que pour moi, je parle pour une clientèle parisienne. C'est des gens qui ont été à Japan Expo. On a les mêmes. Donc, d'ailleurs, peut-être que vous vendez plus de tome 2 de cette série-là, avec un lancement de Japan Expo. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut se faire attention. Il faut faire attention parce que faire attention à ça. Tu es un bon libraire, mais certains. Mais le truc, c'est de prévenir en amont. Qu'on joue tous dans la même équipe. C'est le même bateau, quoi, au bout d'un moment. Si on commence à se tirer dans les pattes, c'est vrai que c'est il y en a qui tout le monde doit vendre. Je vais juste revenir sur le collecteur de Incest Worlds parce qu'on l'a évoqué. Là, par exemple, donc c'était juste à Japan Expo, on pouvait avoir ce collector. En fait, il sortait pour Japan Expo, mais après, le collector en lui-même, il est vendu en salon, il est vendu sur notre site de vente en ligne. Il n'est pas vendu en librairie parce que si on le vendait en librairie, malheureusement, on ne s'y retrouverait pas au niveau financier, on va dire ça comme ça, au niveau des royalties et tout, c'est assez compliqué comment ça a été géré, et ça change du cadre classique de la négociation de titres, notamment sur les royalties et tout. Il est vendu en salon. On a fait aussi choix parce que comme tu l'as dit, on fait entre 10 et 15 salons par an, on se déplace en province et tout, donc c'est quand même plus facile pour les gens de trouver qu'ils soient disponibles. On a aussi un site de vente qui tourne pas mal, notamment sur tout ce qui est Taifu Comics et Yaoi, donc c'est vrai que les gens la plupart du temps savent où aller le chercher, et puis c'est vrai que dans cette communauté c'est le bouche-oreille qui marche énormément, et même quand il y en a une qui sait pas où le trouver, elle demande sur une page ou autre, et hop là on lui dit. Elle a la réponse. Elle a la réponse en une minute, quoi. Et ça, l'idée d'un collecteur spécial convention un petit peu, c'est parce que je crois pas qu'il y ait d'autres éditeurs qui ont fait un peu ce. Après, t'as des collecteurs, oui. Kazé avait fait un Black Clover qui était juste. Me regarde pas comme ça. Qui était juste pour Japan, il me semble. Non, c'était le nôtre. C'était le vôtre. Il y avait rien de particulier. Non, parce que. Non. Il n'y avait pas une couve différente. Non. C'était Blue Exorcist. C'était le nôtre. Non, c'était. Non, le Black Clover, c'est le même. Écoute, on m'avait vendu qu'il y avait une couve différente. Alors, la différence, c'était le bandeau rouge, exclusivité de Japan Expo, mais le code barre derrière, c'était le même. Et la couve, c'était le même. On n'avait pas été prévenus. Ok. Et cette année, on ne le sera pas plus.
Et bam, Kazé, si tu nous entends. Oh, ils m'entendront, mais en juillet, je ne fais pas d'avance. Non, en plus, t'es sur le salon maintenant. Oui, je devrais y aller. Mais je me déguiserai en éditeur. Comme ça, j'irai leur brûler. On dira ah, mais c'est pas Yaku, c'est les autres. Est-ce que t'as un chapeau, lunettes, moustache pour aller sur les stands? Non, j'aurai un masque de panda. Depuis le temps qu'on fait l'émission Feedback Japan Expo, qui est à chaque fois notre meilleure audience, devrait être prévenu à te faire gaffe parce que vous faites. Après, il y a Kiko qui arrive. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas aimé à Japan Expo? Et là, t'as une belle liste de. De toute façon, moi, je suis un hater né. Moi, je me plains tout le temps. Moi, je suis un vieux con, donc je fais ce que je veux. Voilà. Bon, sinon, on va revenir à l'avant-dernière question parce qu'en fait, j'ai la question bonus à la fin, mais là, c'est l'avant-dernière en fait. Est-ce que d'un point de vue d'éditeur, Japan Expo reste aussi important et incontournable qu'il y a 10 ans? Est-ce que on lit partout que la fréquentation augmente chaque année, mais est-ce que c'est aussi valable pour les ventes? Pour vous, je parle, est-ce que, justement, est-ce que ça fait partie de ces chiffres Alors, sachant que l'an dernier, ça a baissé. Oui, voilà, c'est ça. Oui, non, ça a augmenté. Non, mais je parle, je parle pas. Non, mais là, jusqu'à l'an dernier. Oui, jusqu'à l'an dernier. Et encore, oui, mais relativisons l'année dernière vis-à-vis des événements. Voilà, il y a eu des raisons. C'est pas une baisse de fréquentation parce qu'on se désavoue du truc. C'est juste l'ambiance qui a fait que ça. Voilà. Donc, je pense pas que ça soit. C'était tout le monde qui était pareil. Tous les événements, ils ont vécu une baisse de 10 à 15%. Mais même encore Angoulême cette année, c'était moins 10. Donc voilà. Est-ce que tout le temps vous étiez là? Parce que vous avez eu monter les ventes, stagner, baisser. C'est assez. Est-ce que c'est par rapport au titre? Sans en dire énormément, parce que c'est vrai que ça touche un point après qui est assez. Voilà, où on peut je me doute que ça s'appelle une question. Oui, voilà. Mais c'est. Voilà, nous, pour. Au-delà de la fréquentation de Japan Expo, c'est vrai qu'à la fin du salon, on regarde aussi les chiffres parce qu'on a envie de savoir comment va le salon. C'est aussi le côté un peu commère. On aime bien regarder, on se renseigne. Bien sûr, carrément. C'est un peu le défi aussi. Depuis que je suis arrivé chez Taifu, j'ai pas eu connaissance en tout cas d'une année où on a fait une baisse par rapport à l'année précédente. Et même l'année dernière pourtant, où Japan Expo a fait une baisse de fréquentation, ça a été une bonne année pour nous. Donc on n'a pas à se plaindre. Vous augmentez le stand, donc quelque part on peut se dire s'ils augmentent chaque année la surface, c'est qu'a priori il y a plutôt des signes positifs. C'est ça. Après c'est le fonctionnement aussi de la maison d'édition. Je pense que par exemple sur Taifu Comics, c'est ça qui est assez marrant, c'est que Taifu Comics en librairie, c'est pas forcément un éditeur qui fait énormément de parts de marché. Par contre, les ventes en salon, ça cartonne. Alors après, ça montre justement aussi une chose, c'est que malheureusement, Taifu Comics n'est pas forcément aussi présent que ça en librairie, de par le fait que les titres qui... Tu fais partie des bons libraires. Tu fais partie des bons libraires. Mais voilà, mais malheureusement, voilà, on a beaucoup de retours de lectrices justement qui nous disent on ne trouve pas vos titres, mon libraire n'en a pas, la Fnac n'en a pas. Excusez-moi pour. Voilà, non, mais c'est vrai. Non, mais j'en suis conscient puisqu'ils viennent chez moi. Voilà, et tu les remercies. Et c'est pour ça que en salon, c'est aussi pour ça que c'est bien le salon parce que ça nous permet de discuter avec des lecteurs et d'avoir des renseignements sur peut-être un peu l'état du marché, sur le fonctionnement, les méthodes de consommation, etc. Et quand on a des clients qui disent nous on galère pour trouver vos titres en librairie, le rayon yaoi il est inexistant ou quoi que ce soit, on se dit c'est dommage quoi, il y a quelque chose à faire et justement c'est pour ça qu'à Japan Expo on a des paniers, on a un panier moyen sur Taifu Comics qui est affolant quoi, qui est affolant sur Taifu Comics et c'est aussi ça sur tous les salons. Les gens se chargent à ce moment-là. Voilà, parce oui, que tout est là. Voilà, c'est ça. En plus, on ramène vraiment. Alors, pas tout le catalogue, mais on remonte très loin dans le temps, dans le fond de catalogue, pour que ce soit BL ou hentai. Voilà, c'est ça. De toute façon, le hentai, on ramène tout, tout ce qui est sans. Les réimpressions en juillet. Oui, on va ramener les Yamato Gawa qui vont être réimprimés. Ça va être vraiment annoncé officiellement demain, mais voilà, tous les Yamato Gawa. Ça, on l'entendra la semaine prochaine. Ouais, voilà, je te rassure, le demain de demain. Bon bah voilà. Il y a 3-4 jours à l'heure où les gens écoutent. C'est vrai que voilà, on ramène tout, on fait aussi des réimpressions vraiment exclusivement pour Japan Expo parce que des fois les stocks ils sont limites et on prend des quantités de Japan Expo, c'est 300, 400, 500 sur un tome, quand il reste 200 tomes voilà quoi, alors ça par contre ça se prévoit aussi 3-4 mois à l'avance quoi. L'avantage chez Kana c'est que tout est disponible. C'est gentil. Je suis comme ça. Oui, mais en plus c'est vrai. C'est bien du cœur.
Mais pareil chez Kana, du coup. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas toujours fait des grandes animations comme le Sky High. Ça fait quoi, 2-3 ans que vous avez je crois que c'est. Enfin, alors je parle d'une grosse animation. Le Naruto ne compte pas. Oui, non, mais le Naruto, il est là en termes de piliers. Ce qui m'a marqué le plus, c'est Assassination Classroom. Ouais, bah oui, voilà. Non, je crois que ça fait longtemps qu'on essaie justement de faire des animations façon. En fait, qui est vraiment un décor, qui est vraiment une ambiance, on essaie vraiment de recréer. Il y avait eu avec Dusk Maiden of Amnesia aussi. Là, Black c'était Black Butler avec le photocall. Tout à fait. Oui, photocall. Donc, en fait, on essayait de faire. Mais après, forcément, au tout début, comme on a été, je pense, un des premiers à faire des animations de niveau, on va dire 1, forcément, à un moment donné, tout le monde aussi se dit on va faire des animations. Donc, nous, on se dit, bon, bah, allez, qu'est-ce qu'on va faire que les autres vont pas faire et tout ça. Et on regarde, et donc. C'est vrai que le budget animation, on essaie de le garder, on va dire, de partie, de manière constante. Mais c'est vrai que quand on veut changer d'idée chaque année, de faire des trucs un peu plus fun et tout, bon, il y a un coup, mais après, c'est cool parce que vraiment, on a des super bons retours. Enfin, Sky High, il y avait plein de. Ça attire, vous pensez vraiment que ça, depuis que vous le faites, il y a une différence entre avant et après? Je pourrais pas te dire depuis combien de temps on le fait parce que je suis arrivée l'année dernière et j'avoue, j'avais l'impression que même en 2009, il y en avait déjà, en tout cas. Enfin, je crois. Et donc. Je pense sincèrement qu'il y a des gens aujourd'hui qui se disent faut que j'aille au stand Canap, faut que je vois l'animation. Qu'est-ce qu'ils nous ont réservé cette année? Je pense que ça doit être un rendez-vous maintenant, il faut pas se leurrer. C'est un rendez-vous. Chaque éditeur a trouvé un peu une marque de fabrique pour donner un rendez-vous aux lecteurs. Certains ça va être des avant-premières, d'autres ça va être des goodies parce qu'ils ont des goodies un peu originaux. D'autres ça va être des animations. C'est chaque éditeur essaye de trouver un peu son style, quoi, sa marque de fabrique. Et après, t'as des animations qu'on conditionne quand même avec l'achat de manga, et t'en as d'autres ou pas. Par exemple, là, cette année, on fait, comme c'est animé ça, on fait un studio de doublage, où du coup, on va pouvoir doubler des scènes de Fairy Tail, de All Out, en présence, si vous êtes là le jeudi, du Stade français Paris. Ça, Boruto, forcément, et il y en a un autre que j'attends qui n'est pas encore validé. Donc, tu vois, on n'est pas forcément prêt, mais voilà. Et après, on fait aussi un partenariat avec G1 pour gagner des goodies G1 sur une roue Boruto. À côté du Naruto géant, vous ne pourrez pas le manquer. Et après, par contre, tu vois, par exemple, pour le parcours Fire Force, comme il y a la nouveauté qui est là, le 2 qui est là pour juillet, du coup, on s'est dit, vous achetez. Parce que sinon, on n'arriverait pas à galvaniser la file, quoi. Parce qu'à un moment donné, il faut mettre une petite condition, sinon, ils vont vouloir être pressés, ils vont avoir chaud, il va y avoir de l'attente, donc on essaie de mettre une contrainte. Bon, j'ai une question quand même. Alors, chacun va répondre la question surprise. Ah non, elle n'est pas surprise, elle était écrite, mais je l'attendais pour la fin, je la gardais. Alors, on va commencer par Stéphanie. Ouais, c'est quoi ton souvenir le plus what the fuck de Japan Expo sur un stand Kana? La vache. Le truc. Le client, tu donnes pas de nom, mais tu vois, le truc. Non. Alors. Après, c'est mon premier en tant que responsable communication, parce qu'après, j'étais juste là en tant que libraire. Le truc, même si c'est pas un client, même si c'est... non, mais je réfléchis. Enfin, pas what the fuck, mais le moment où je me suis dit, oh la merde, c'est l'année dernière quand le château gonflable, il s'était décroché, et que là, je le voyais tomber sur l'espace VIP à l'intérieur, je me suis dit, il y a un souci. Et là, j'étais en train de parler à un journaliste, je crois que je fais, attends, je reviens. Et c'était quand même en train de tomber, il y avait quelqu'un qui avait sauté un peu trop sur la gauche et donc l'avait un peu déplacé d'1 mètre. Donc j'étais là, ça va pas le faire. Mais ça, c'est pas forcément what the fuck, mais c'est un peu là où j'ai eu une sueur. Tu t'es fait peur. Je me suis fait peur. Je me suis dit, oh la vache, ça va pas être compliqué ça. Et après, les clients, enfin, moi je suis toujours, quand j'étais plutôt mes côtés libraires à la caisse, c'est plutôt les gens qui viennent mais avec des costumes où ils peuvent pas respirer. Tu sais, il fait 38 degrés et ils viennent avec des masques devant la bouche, tout en saucissonné là, ou alors dans une boîte en carton où tu les vois pas. Ils voient rien, ils ont du mal à se déplacer. Moi, c'est plutôt le côté costume cosplay. Je me dis, il y a des courageux. Ah ouais, c'est ça. Et aussi, alors une dernière fois, c'était dans le RER en allant à Japan. Forcément, les gens deviennent. Ça dépend à quel niveau tu prends le RERB, ça devient très costumé. La cour des miracles. Ah ouais. Et il y avait un groupe de nanas qui étaient déguisées en héroïnes de Final Fantasy. Et il y en a une qui dit, mais j'en ai marre. Aujourd'hui, je suis Yuki. Elle est tellement chiante. Mais demain, je serai Tifa. Ça va être cartonné. Et je me suis dit, oh la vache. Elles voulaient toutes faire les mêmes, elles ont dû tirer au sort. Carrément, mais là la personnalité ne lui convenait pas et je fais ok, welcome. Toi Guillaume, tes souvenirs de guerre? Souvenirs de guerre.
Je pense que c'était vraiment what the fuck, mais plutôt marrant, quoi. C'est impressionnant, et après coup marrant. C'était il y a 2 ans. Pour Guild Pleasure, donc elles étaient venues sur le salon alors, comme tu disais, c'est un peu comme Elsa Brandt, en fait, elles étaient là non-stop du début à la fin, dédicacées, on avait sorti le collector et tout, qu'on avait fait les annonces avant et là, en fait, on ouvre les gens commencent à arriver, on commence à ouvrir le stand, donc, et en fait, on n'avait pas anticipé. On était 4, je pense, 4 à la vente sur le côté Boys Love Yaoi de Taifu. On s'est retrouvé avec une marée humaine devant le stand. Et là, on s'est regardé. Je me suis un peu. C'était la première année en plus où je gérais vraiment le stand, quoi. Et je me suis dit, merde, quoi. Comment on va faire ? Les gens, il y avait des fils, ils se poussaient parce qu'ils savaient que c'était des quantités limitées. Ils posaient des questions. Donc je me souviens que voilà, c'était la première année où. D'ailleurs la seule où j'ai été obligé de faire une annonce, quoi, en disant aux gens mais calmez-vous, ça va se passer. J'avais pris un poster et que j'avais enroulé pour faire haut-parleur, quoi, et c'était impressionnant, ouais, voilà, c'est un peu le phénomène qu'on a sur Taifu Comics, quand on sort vraiment un titre très attendu, ou une édition ou un tome, cette année peut-être que pour le tome 4 de Twittering ça va même faire la même, je sais pas, je le souhaite. Ouais, j'espère. Mais voilà, non, il y avait eu ça, et alors un peu moins impressionnant, un peu moins marrant. Maintenant j'en parle en fait avec le sourire parce que ça me fait doucement rire, mais c'était la même année, c'était l'année. En fait, à un moment, il y a ma responsable qui vient me voir et qui me fait, il y a une personne qui veut te voir. Donc là, j'arrive et tout, je sors du stand et puis je la vois avec une jeune fille, peut-être 18, 20 ans, quelque chose comme ça, qui me regarde et qui me fait oui. Et puis ma responsable qui me fait oui, elle veut prendre ton poste. Je fais c'est pas la première fois qu'il y a des demandes de postes, quoi, des CV, des lettres de motivation qui sont envoyées pour tout ce qui est presse, communication et tout. Je fais oui, mais comment ça, elle veut me prendre moi ? Elle me fait oui. Elle veut prendre ton poste, mais je fais comment ça ? Elle me fait elle dit que ce que tu fais c'est de la merde. C'est de la merde. Donc voilà, soyons cash, les mots avec les mots. Elle dit c'est de la merde, donc elle veut prendre ton poste. Je lui fais mais comment ça ? Je fais je sais que je fais des erreurs, ça peut m'arriver effectivement. Elle me fait non, c'est pas ça qu'elle problème. Elle me dit que t'insultes. Elle dit que t'insultes les lecteurs. Comment ça j'insulte les lecteurs ? C'est quoi cette histoire ? Et puis donc là elle me fait oui c'est un tweet machin et tout. Donc elle me montre donc je lui fais mais comment ça un tweet et tout. Alors bon c'est comme j'ai un profil, mais c'est un profil perso, il est pas lié à la boîte, quoi. Simplement dans mon profil c'est marqué voilà travail un pour Twitter machin. Un Twitter. Ouais. Je fais mais comment ça et tout. Alors je me dis bon peut-être qu'à un moment j'ai dû péter un câble et tout, donc je regarde quand même, quoi, parce que je me dis non merde, je sais pas, ça se trouve j'ai dit quelque chose, alors ça m'a mal été interprété, donc voilà j'y vais mais franco, quoi. Je me dis écoute peut-être, attends je vais vérifier et tout. Puis elle me fait oui c'est un tweet. Alors elle avait checké la date et tout machin. Je fais écoute alors, en salon on a que ça à faire en plus. C'est clair, c'était vraiment Japan qui t'a fait ça. Mais j'avoue qu'elle m'a mis un petit coup de pression quand même. Pourtant je suis pas facile à stresser. J'ai un doute. Voilà, et je regarde et tout et elle me fait oui et puis elle me fait oui voilà, je lui fais c'est celui-là et tout. Elle me fait oui c'est celui-là. Je lui lis le tweet, elle me fait ouais voilà c'est celui-là. Et là je la regarde et je souris, je fais mais t'as regardé l'historique, parce que là en fait c'était un tweet qui était en milieu d'une conversation, mais t'as pas développé en fait. Puis elle me fait comment ça, je suis attends je le développe pour toi. Et en fait c'était pour Indie Swords, et cette année là en fait c'était le lancement d'Indie Swords. Moi c'était un titre Indie Swords, on bossait dessus depuis quasiment 2-3 ans. 2-3 ans qu'on voulait ce titre. Il était, voilà, et quand on avait fait l'annonce de ce titre avec l'avenue des auteurs, c'est vrai que je l'avais envoyé, je l'avais vendu à beaucoup de médias, à beaucoup de presse, en disant Indie Sword c'est pas qu'un Yaoi, c'est pas qu'un boys love, il faut voir le côté thriller derrière, et c'est avant tout un thriller avec à la limite un côté boys love parce qu'il y a une relation, mais c'est le thriller qu'il faut voir avant tout. Et derrière ça, j'ai eu des retours qui étaient assez borderline, on va dire, pour certains. Qui avait pas un peu borderline sur le côté boys love, on va dire. Tu veux dire de gens qui étaient un peu homophobes ou de gens qui étaient je dirais pas jusqu'à homophobe, mais qui étaient en disant c'est à partir du moment où il y a une relation entre deux mecs, c'est un boys love et point barre, quoi. C'est très catégorique, quoi. Voilà, très fermé d'esprit. Et c'est vrai que ça m'avait énervé, et j'avais
tweeté. Alors, dans la conversation. Dans la conversation, et c'est vrai que ça avait été. J'avais sûrement fait le tweet quelques minutes ou peut-être une heure après l'annonce d'In This World. Et donc, voilà, j'avais dit, putain, les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent être cons et tout, machin. Et donc, forcément, derrière ça, il y avait deux personnes qui m'avaient dit, comment ça, tu nous traites de cons et tout. Je fais, mais non, et puis je leur avais expliqué, je fais, mais non, c'est pas vous que je traite c'est pas vous en tant que lectrice. C'est des personnes à qui j'essaie de vendre j'avais plus ou moins enveloppé ça en disant, non, c'est des personnes à qui j'ai parlé d'In This World et qui ont critiqué le titre sans le connaître, sans avoir lu ou quoi que ce soit. Donc ça s'était très bien passé. Mais cette personne-là, en l'occurrence, elle n'avait pas dû développer, elle n'avait pas posé de questions, comme l'avaient fait intelligemment les deux autres, les 2-3 autres. Faut avoir de la volonté pour venir jusqu'au salon, jusqu'à voir l'éditeur en disant, mais vous allez m'appeler le type qui a fait ce tweet, je veux le voir en personne pour le démonter en personne. Ça l'avait marqué. Je veux sa place. C'était mais alors ça m'avait halluciné en fait. Et alors je pense que j'étais tellement choqué que je l'avais pas mal pris et je lui avais expliqué. Je lui ai fait, mais T'étais presque désolé, quoi. Ouais, je lui ai fait, mais fais attention. Et au final, dérange pas à Japan Expo pour ça. Voilà, au final, c'est pas moi qui l'ai plus mal pris d'ailleurs au final, mais ouais, non, c'était voilà, ça fait partie des fois des comme je dis souvent sur le Boys Love, c'est une fan base qui est très active, qui est adorable, hein. Franchement, les lecteurs de Yaoi, de Boys Love, la fan base Boys Love, elle est gigantesque, quoi, dans ce qu'elle peut, quand elle nous témoigne son affection, c'est c'est énorme, quoi. C'est énorme. J'ai jamais vu ça, voilà, à part peut-être aussi avec Ophel et les light novels, mais dès que ça concerne une fanbase, je pense que voilà, tous les éditeurs, voilà, une communauté, ils peuvent être vraiment adorables. Mais des fois, voilà, c'est vrai que des fois, on a le côté aussi, le pendant, le reverse, le reverse, voilà, le reverse shoot, quoi, voilà, et bim, quand on se prend en pleine tête, on fait, oula, il faut s'y attendre. Voilà, c'est tout. Juste pour la petite histoire, j'aimerais bien. Vous avez des anecdotes, parce que moi j'en ai une pas mal aussi sur Japan Expo. Moi j'en ai deux petites. On va les faire courtes, vas-y. J'ai vu une collègue qui était très mignonne, et il y a un gars qui est revenu plein de fois racheter des bouquins, et à la fin il lui a dit, mais si j'attends, est-ce que si j'achète tout ça, tu veux bien me donner ton numéro de téléphone? Elle était corporate ou pas? Et non, elle a dit non. Elle a donné à sa peau. Et moi, il y a une fois, une année où en fin de journée, c'était assez calme, et il y a une classe qui est passée avec un prof. Alors déjà, je salue les profs quand mènent leur petit club de manga Japan. Je trouve ça trop choupi, et j'aurais été élève, j'aurais trouvé ça vraiment trop sympa. Et du coup, il passe sur le stand et il commence à me poser des questions et tout pour enseigner ses élèves et tout. Et du coup, il y a des élèves qui voulaient acheter des bouquins, et il me pose des questions sur ma profession et tout. Et je disais que je dessine à côté et tout. Et il fait, mais tu pourrais pas nous faire un petit dessin et tout. Et c'est pas trop le moment et tout, mais le stand était calme, et j'ai une collègue qui me dit vas-y et tout. Et du coup, je commençais à faire un petit dessin sur un de nos mangas en plus, ça n'avait aucun sens. Et du coup, il y en a tous qui disaient moi aussi et tout. Et j'étais oh merde, qu'est-ce que je dois faire, comment j'arrête ce truc. Et je sais plus comment je m'en suis sortie, mais du coup, j'étais un peu en mode il se passe n'importe quoi. Des fois, Japan Expo, c'est un peu n'importe quoi. L'anecdote que j'avais était un peu n'importe quoi. C'était ma première année avec ma boutique à l'époque d'Eli Manga. Donc on était au CNIT, je sais pas en quelle année, mais c'était il y a très longtemps. Je commençais le jeu, on doit être en 2002. Donc ma boutique était représentée par un petit poulpi rouge qui était notre marque de fabrique. On avait fait des petits pins, on avait fait un peu tout le truc. On était toutes costumées, on avait fait des costumes pour tous les vendeurs, etc. Donc c'était un truc assez graphique. Et on avait une communauté qui nous suivait depuis le début, qui était très qui avait suivi le début de la création de la boutique, etc. Qui était très présent. Et ils nous ont fait la surprise en fait de venir au salon tous avec des t-shirts avec notre logo. En fait, donc t-shirt blanc, logo, et ils sont venus, ils sont tous venus devant le stand, et ils se sont tous mis à genoux, ils ont fait gloire au poulpi. La séquence doit durer 2 minutes, et en fait du coup ils l'ont filmé, ils l'ont mis sur internet, allez sur YouTube, mais je vous dirai pas où la trouver. En tout cas, c'est ce qu'on va faire en partant. De temps en temps, je me la revois avec nostalgie. On me voit d'ailleurs verser une larme pendant le truc, parce que c'était juste énorme de voir ça. Et c'est vrai que les communautés, c'est de façon générale, c'est même si une communauté mangakas, écoutez, je serai de façon à Japan Expo, je pense, avec un t-shirt mangakas, puisque je ferai un micro-trottoir. Donc, qui sait, si vous me voyez passer, ne me faites pas le coup du gloire au poulpi, mais on pourra discuter. Ça sera vraiment le meilleur de Japan Expo. Si tu veux finir, Kobito, sur une anecdote. Moi, je vais la faire, mais je vais pas vous donner le nom du stand parce que ça serait bâché. Vas-y. Donc, en fait, énorme stand à Japan Expo d'un très gros éditeur maintenant. Et il y avait un vendeur qui certainement embauché pour l'occasion,
mais qui n'était pas forcément super raccord avec ce qu'il vendait, donc qui expliquait gentiment à la jeune fille qui était là que le livre qu'il lui vendait était certainement le meilleur du monde, mais en fait l'histoire qu'il lui racontait n'avait rien à voir avec le contenu. Donc j'étais là, moi je vendais un peu ce titre régulièrement et j'étais un peu gêné pour elle. Je fais c'est peut-être pas ce qu'elle cherchait vraiment. Donc le jeune homme s'éclipse pour aller en réserve chercher ce fameux titre, ce sésame, mais avec rien à voir avec ce qu'il lui avait dit. Puis je vais la voir, je lui dis excusez-moi, je vais vous refaire un peu l'histoire vraiment de comment ça se passe à l'intérieur. Puis elle me regarde, elle fait putain mais ça n'a rien à voir avec ce que je cherchais. Je fais non. Écoutez, par contre le bouquin à côté chez le même éditeur, ça parle de ça et c'est génial. Enfin ouais, c'est ça que je veux. Je fais le mec revient. Elle fait non, le vôtre j'en veux pas, je veux celui du monsieur qui est là et il est beaucoup mieux. Bon, j'ai regardé le jeu, je fais salut, à la prochaine. Alors, il me semble que tu as raconté cette anecdote dans un de nos. Oui, mais j'ai pas donné le nom, j'ai toujours. Je suis le libraire masqué. On va vous laisser réécouter tous nos recaps de Japan. Il y en a pour 6 heures sur le. Il n'y a aucun indice sur la taille de l'éditeur, donc voilà. Et on va s'arrêter là puisque nous avons. On a fait le tour des questions, je crois. Un grand merci pour votre présence. Merci à vous, c'était très chouette. C'était une première pour toi. Ça va, c'était pas trop. Je vais me réécouter et je te dirai. Au moins, tu vois, avec le casque, tu peux entendre au moins ta voix. C'est pas hyper. Ça va. C'est l'effet micro, ça donne. C'était très très sympa. On va se quitter sur un ending de Naruto. Ouais, mais après, il y a la version YouTube. Oui, je sais bien. Alors, désolé pour les gens de YouTube. Vous ne pourrez pas écouter l'anecdote, du coup, il va falloir que vous alliez sur notre site internet pour l'entendre si vous voulez l'entendre. C'est pas pour vous forcer, c'est juste que YouTube veut pas. C'est juste que YouTube ne veut pas. C'est le 20e opening, en fait, Kala no Kokoro, chanté par Anne Lee. Mais avant ça, comme d'habitude, n'oubliez pas de lisez. Oui. Oula, j'ai toujours du mal avec cette phrase. Donc c'est lisez des mangas, c'est bon pour vos chakras. Matez des animés, c'est bon pour la santé. Et merci à nos participants. Encore. Et merci aux participants. Mais ils étaient là, mais tu l'as dit. Je crois que t'as pas dit Guillaume en fait. J'ai pas dit Guillaume, mais je dis merci aux participants. Je vais me cacher sous une nappe, je suis désolée. Sous une nappe de Japan Expo. Après, il y a les partenaires. Mais bon, j'allais dire les partenaires après. Bouscule. On fait la police de la fin du. Tu n'as rien oublié. Avant d'enregistrer, j'ai dit écoutez, la fin, je la foire tout le temps. On va pas changer. On essaye d'être préventif, mais on fait n'importe quoi. Bon, on vous rappelle donc la librairie Ayaku Shop, dans laquelle nous nous situons comme d'habitude 4 rue Dante à Paris. Dans le 5e. Dans le 5e arrondissement. Ce que je connais. Également notre partenaire mangamag.fr. Le meilleur site d'information et d'animation et d'information sur le manga et l'animation. Et de nos chroniques écrites quand on ne parle pas dans le micro. Il y a aussi Japan Expo. Merci Japan Expo. Japan Expo, nous on y sera. On y sera pour les interviews, on y sera pour le mais micro-trottoir. Pour parler de tout ça, du 6 au 9. Et on y sera aussi pour vous refaire une émission d'après Japan où on parlera au soir. Alors on ne sait pas cette année si on survivra puisque cette année je suis la seule en électron libre MangaCast. Tous les autres sont victimes des stands professionnels. Ah non, tu seras avec Atras. On pense, je serai avec pas vite. C'est l'avantage. Ça va. Et j'aurai ma fille. Et non, pire, j'aurai ma fille avec moi. Donc ça va être 4 jours. Non. Je suis pas syndicate. Mais elle a quel âge ? Dimanche. Elle a 2 ans. 2 ans. Donc elle est encore gratuite pendant cette semaine. Elle est encore gratuite juste pendant. C'est juste pour ça qu'on la tolère. C'est pour ça les poussettes. Elle a plus de poussette depuis longtemps, elle, donc ça va, elle va marcher tout le long et elle va être claquée. Et écoute, l'an dernier, elle avait qu'un an et quelques et elle était en petit kimono, elle a adoré, donc cette année elle me regarde le kimono. Elle marchait déjà. Ouais. Oui. Oui, très bien. Je suis pas spécialiste. Oui, non, moi non plus, mais j'essaye. Ça marche. Ça marche à un an, c'est. Elle marchait un petit peu, mais j'avais quand même pris le truc pour la porter, mais elle en avait pas voulu. Elle voulait courir partout. Il y a que Hello Kitty qui lui a fait peur. Donc voilà. Donc je pense que je l'avais vu au niveau du stand Taifu Comics, mais je fallait pas que je le dise. C'est possible. Donc cette fois, je peux la dire la phrase. J'ai le droit, les gens. Oui, vas-y. Donc lisez. Ça va. 1h45 pile. Lisez des mangas, c'est bon pour le chakra. Matez des animés, c'est bon pour la santé. On vous aime, merci à tous. On vous kiffe, on veut des gros bisous. Et puis à la prochaine. Merci encore. Merci à vous. Merci. Ciao.